Ça sent les ratés. J'ai l'impression que c'était à ton père, ça, avant. Les bulles récurrentes. Les bulles récurrentes. Salut la gang, comment vous allez? On est à la poche à balle, 3e épisode. Fitz est avec nous. Yes sir! Hey, je suis content d'être avec vous autres les boys, c'est le fun d'être en arrière de la scène, mais aussi devant la caméra avec vous autres, c'est le fun aussi. Ah, mais ça. C'est vraiment le fun de t'avoir avec nous autres. Déjà d'avoir quelqu'un de plus avec qui parler. Quoi? Non! Bon, hey, il est-tu fin? Oh, on appelle ça un chum. Une discussion, juste avant, un moment donné. Non, t'étais. Bon, je pense qu'on va retirer ça. Ça va être plus facile de nous entendre. Ah, good! Mais ça vous a probablement donné une petite idée de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui. Exactement. On parle de l'équipement. Alors, on va parler d'entretien d'équipement. On va parler de des gammes d'équipement qu'on a dans le fond. On a de l'équipement de base, on a l'équipement intermédiaire, puis on va aller jusqu'à de l'équipement quand même assez haut de gamme. C'est un peu donner un range à nos jeunes arbitres, nos arbitres intermédiaires. Un peu aussi de leur dire quoi que hey, tu sais, il y a des alternatifs pas chers. T'sais, on sait que ça coûte cher. Hein? Ben tu sais, il y a aussi des pour et contre sur investir sur une pièce d'équipement versus un autre. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir aussi regarder là, aujourd'hui. Puis aussi de voir quelle pièce d'équipement, lorsque vient le temps de mettre de l'argent là-dessus, sur quelle pièce d'équipement on devrait prioriser, puis lesquelles on peut se dire, OK, je peux peut-être me permettre de jeter un petit peu moins haut de gamme, puis investir un petit peu plus tard là-dedans, en autant qu'on soit en mesure de pouvoir prioriser les bonnes pièces d'équipement en premier. Ouais, non, c'est le fun. Hey, puis en passant, Seb, en fin de semaine passée, moi puis Fitz, on était à notre stage. Oui, comment ça s'est passé, boys? Ben écoute, moi j'ai adoré. Ouais, vraiment le fun. C'est une occasion aussi de voir les gens, parce qu'on n'a pas la chance de côtoyer bien souvent dans l'année. Si je parle du monde du Saguenay, mettons, c'est pas toutes les semaines qu'on va les voir. Fait que c'est une bonne occasion d'échanger là, dans ces... Et de rencontrer des gens que, donc, on parle depuis longtemps. Surtout pour toi, Dylan, c'était qui cette personne-là? Ben, hey, enfin, on le salue en passant. Ouais, salut, Vic. Je sais qu'ils nous écoutent. Oh, ben oui, ça c'est clair. Hey, en parlant d'écoute, ça c'est une des choses qui a été soulevée durant la fin de semaine. Beaucoup de gens dans le programme nous ont écoutés en chemin. Ils partaient de Montréal, ils ont monté, puis t'es comme, hey les gars, on vous a écouté, c'est vraiment le fun. Fait que le bouche à oreille est parti. Ouais. Fait que c'est bon, si ça peut être une traînée de poudre à travers la province. Fait que ça nous amène à élargir notre auditoire. Au début, on se disait, on va se concentrer sur la région d'Outaouais, mais maintenant, si ça se répand comme quoi que je dirais pas qu'on est d'une référence encore, mais si on peut le devenir, on va élargir notre auditoire à la province de Québec en complet, puis essayer d'aller voir des collaborateurs qui sont un petit peu plus de l'extérieur aussi. Donc, on ira voir les gens des régions, puis surtout, je pense qu'on est nous-mêmes une région un peu, on va dire, éloignée, sans être très loin. On est quand même à 2h, 2h30 de Montréal. Mais on peut peut-être se concentrer surtout sur justement les régions de l'Abitibi, de Côte-Nord, le Bas-Saint-Laurent, le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, ces régions-là qui sont un peu moins desservies. Puis peut-être essayer de voir qu'est-ce qu'il y en est de la réalité du baseball dans la... Effectivement, oui. Puis ça donne bien parce qu'on a un jeune Jacob Lepage qui vient de la Côte-Nord. Puis Jacob, il étudie ici en Outaouais. Fait que ce qui est le bonus pour lui, tu sais, c'est qu'il commence la saison avec nous autres, retourne quand il a fini ses études pour la station, retourne à la Côte-Nord, continue, puis lorsqu'il revient, on est dans les derniers stretches, même dans le baseball d'automne ici
dans la région. Fait que, écoute, on va essayer de trouver une façon par région éloignée, la réalité, leur réalité. Oui. C'est sûr qu'on n'oubliera pas les régions centrales, là, les régions plus métropolitaines, donc Québec, Trois-Rivières, Montréal et les environs. C'est sûr que c'est là qu'il y a le plus d'activité. Mais on va essayer d'aller voir un peu plus en périphérie aussi, là, parce qu'on fait partie nous-mêmes de cette réalité. Ouais, puis qui dit de Montréal, on va demander à la moustache. Oui. Excuse, j'ai coupé. Mais non, c'est correct. Dans le fond, il y a une chose que toutes les régions ont en commun, qui suit pas mal les mêmes standards, et c'est l'équipement. Oui. On parle de ça aujourd'hui. Ben oui. Fait qu'on écoute, ce qu'on va faire, messieurs, dames, on va partir d'en haut, on va descendre jusqu'en bas. Fait que, en partant, on parle on parle de soit casque ou casquette. Fait qu'on va commencer avec casquette. Ben, la casquette, évidemment, désolé, c'est pas la plus propre. Parfait. Pas choisi. Mais, évidemment, la casquette BQ que vous allez avoir sur tous chez les bons fournisseurs de vêtements de sport. Habituellement, la source du sport est un bon... Il y en a la source du sport, Baseball Town en nom. Je pense que Baseball 360, dans Trois-Rivières, Québec. Il me semble, effectivement. L'entrepôt du baseball dans le coin de Repentigny. Mais il y a des fournisseurs agréés par Baseball Québec pour être en mesure. Sinon, boutique Baseball Québec, directement en ligne, vous avez ça. Il y a 3 grandeurs. Donc, la small, la petite. Surtout pour les arbitres plus juniors. Vous avez la plus grande, celle que j'ai présentement. Ils sont habituellement... Tous la large, je pense. Oui, c'est la large, médium large. Médium large. Ouais, parce que small, médium large. Exact. T'as-tu large XL? Je suis pas certain, mais je pense qu'il y a 3 grandeurs. Là. C'est small, medium, large ou quelque chose comme ça. Puis, est-ce qu'il y en a une qui a un snap cap? Non. Moi, par contre, là, justement, pour j'ai un petit truc là, pour ceux qui sont comme entre 2 grandeurs. Là. Parce que c'est ça qui est plate, c'est qu'on peut pas aller chercher comme quelque chose de super sur mesure. Là, fait qu'ils vont pas mal général. Puis des fois, il y en a une qui est une petite affaire trop petite, puis après ça, la grandeur après est vraiment trop grande. Il y a des choses, je me rappelle plus c'est quoi le nom de ce outil-là, mais mettons sur Amazon, il y a des affaires que ça s'appelle comme un cap stretcher. Fait qu'on peut pogner celle qui est une petite affaire trop petite, puis vous la laissez stretcher comme avec la grandeur de la cassette pour à peu près un 24 heures. Vous la réessayez, c'est encore un peu trop tête, vous le refaites un autre 24 heures. Ça peut vous aider à que ce soit pas trop serré, parce que quand la casquette est trop serrée sur notre tête, là, on s'entend. C'est long. Ça fait pas du bien. C'est long, puis on va finir par avoir un bon mal de tête. Puis ça, quand tu penses plus à ton mal de tête qu'à la game, c'est pas, c'est pas parfait. Puis évidemment, là, pour les jeunes qui sont en croissance, vous allez probablement débuter avec une casquette qui est plus petite. Puis moindrement que vous voyez que cette casquette-là ne vous fait plus... n'hésitez pas à changer de taille, c'est important. Ouais. Puis une des choses que j'aime de le nouveau matériel, la nouvelle casquette, comparativement à ceux qu'on avait quand on avait commencé en 2017, puis toi, bien avant ça. Moi, on avait changé avant. On changeait-tu les casquettes à tous les années? Oui, parce que tu faisais, je sais pas, moins une vingtaine de parties, puis ça faisait en sorte que tu avais une décoloration super évidente. Là. Ça va pas d'allure. Puis c'est pas une question de sueur ou tout. Non. Je sais pas ce qu'il y avait avec ce matériel-là. Du soleil. Absolument. Puis juste par l'usure. Ça finissait par juste se décolorer. Puis avec l'usure, on va en parler tout de suite. Lorsque vous avez terminé votre match, s'il vous plaît, laissez-les pas dans votre sac là, le plus possible. Mais au niveau de l'entretien, je veux dire, souvent les gens vont dire je vais juste l'accrocher ou je passe un petit linge. Mais j'ai entendu le truc, lave-vaisselle. Oui. Le lave-vaisselle, le rack du haut. Puis tu peux te casqueter là-dedans. Simplement, ne mettez pas ça dans la sécheuse, dans l'air. Il y a des fois aussi des petits compartiments en plastique que tu peux placer ta casquette dedans pour garder la forme. Ça peut être un bon outil aussi. Moi, je vous dirais, cependant, pour l'avoir essayé par expérience, mettez pas ça dans une laveuse. Un petit peu, je veux dire, laveuse à linge, pas une laveuse à vaisselle. Laveuse à linge qui a un cycle de dessorage, donc vraiment avec
vertical. OK? Ouais. Mais vous pouvez le mettre dans une... Top loading, là. Oui, ben c'est ça. Avec remplissage du dessus. Vraiment, remplissage par devant pour pas qu'il y ait... ça va casser sinon. Ouais. Vous allez abîmer puis vous allez carrément casser votre tray là, dans lequel tu mets ta casquette. Ça va durer 2 fois, gros max. Puis de toute façon, il va tordre, il va plier. Vous allez ça remplira pas son but. Donc, Parfait. parfait. Casquette, ben c'est ça. Et comme on disait, entretien très important. Par la sueur, par la terre aussi. Donc, juste essayer de la nettoyer. la Garder ça nettoyer. noir, là. Ouais, on essaie de ne pas avoir de cerne, de sueur. Ça, c'est dégoûtant. On passe tout de suite au masque. Oui, effectivement. Vas-y avec le masque intégral. On va commencer avec ça. OK. Comme vous voyez, moi, je préfère le casque de style hockey, donc gardien de but. Je trouve que... dans le fond, c'est un peu un défaut de ma part. Quand je jouais au baseball, j'étais pas gardien de but. Wow! J'ai été gardien de but au Cosum, excusez. Mais en tant que joueur de baseball, j'étais catcher. Et puis, l'équipement qu'on avait dans mon association était un peu un masque qui était accroché à un casque, dans le fond, à une coquille. Pas comme ceux que Septa, là, mais c'était vraiment là, un casque là, comme qui couvrait en arrière. Et j'avais le masque qui était clippé dessus. Fait que j'ai toujours été habitué de cette façon-là. J'ai jamais eu vraiment à avoir comme le two-piece, le deux pièces. Fait que, non, je l'aime. Tu sais, il est vraiment le fun. Tu sais, j'ai pas besoin d'avoir la coquille. Tout est là. Protection en arrière de la tête. Puis sur les côtés, surtout. Un peu rare les fois que le backswing ou tout, mais ça peut arriver. Fitz, toi, ça t'est arrivé 1-2 fois, je crois. Ouais, c'est arrivé une fois, là. Je veux pas m'éterniser, mais... Non. C'est pas des occasions où que ça arrive très souvent, mais ça a juste donné que cette fois-là, j'étais au mauvais match, au mauvais moment. Puis peut-être qu'avoir eu ce masque-là, peut-être ça m'aurait protégé un peu plus. Ouais. Mais écoute, c'est le confort de la personne, là. Ça, c'est une des choses les primordiales dans tout votre équipement. C'est votre confort, votre sécurité. Puis bon, moi, je l'aime bien. Bon, le contre. Ouais, côté le côté négatif, c'est qu'il est lourd. Tu sais, il est beaucoup plus lourd. Pas quand je l'ai sur la tête. Quand je l'ai sur la tête, honnêtement, je m'en rends pas compte. Ça va super. C'est lorsqu'on l'enlève pour regarder les ballons, les jeux proches, puis on veut vraiment avoir une belle vision pour ce qu'on fait. Bon, il est beaucoup plus lourd que, c'est comme si j'aurais un masque normal. Puis aussi, une des choses que je veux ajouter, c'est que oui, il descend déjà bas pour le coup, mais moi, je préfère en avoir un. Honnêtement, au départ, les premières années, je l'avais pas. Puis je me dis, voyons donc, c'est pas grave. Puis jusqu'au moment où j'en ai reçu une, juste ici, puis c'était du 11U, là. C'était du 11U, puis ça n'a pas pris de temps. Le match suivant, j'avais ma bavette, puis je suis content de l'avoir parce qu'au niveau des niveaux qu'on fait, que ce soit même du petit calibre, c'est pas grave. Non, cette partie-là, ça prend vraiment pas grand-chose. Une petite fausse balle, même dans le 11, Non, ça vient de chercher. Puis c'est sûr que, puis la journée que... Tu sais, quand on dit mauvais temps, mauvaise place en mauvais moment, contraire, pour moi, cette journée-là, c'était au bon moment, bonne place, parce que quand tu t'es fait frapper, c'est moi qui t'allais te remplacer après. Non, j'étais pas avec toi. Non, je sais. Moi, j'étais sur l'autre terrain. T'avais un autre match après, fait qu'ils m'ont demandé c'est vrai. Mais non, c'est ça. Puis, c'est un des inconvénients du masque, mais est-ce qu'il vous portez le masque. Le côté température, chaleur, est-ce que c'est chaud? C'est plus chaud. Là. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair que au niveau chaleur, attendez-vous à avoir chaud. Là. Ça, c'est pas... L'inconvénient de nous autres, c'est qu'on est obligé de porter du noir. Donc,
Au gros soleil, le noir, vous savez, là, ça absorbe la chaleur, ça absorbe le rayonnement solaire. Donc, mais quand je regarde tous les inconvénients qu'on a versus le confort et la sécurité que j'ai avec ce casque, pour moi, c'est idéal. T'sais. Moi, j'adore ça. Mais je sais que vous les deux, vous avez le masque. Vous préférez le masque? Ouais, moi, honnêtement, je préfère le bon vieux masque classique. Je vous présente le All-Star Magnesium. C'est probablement, je pense, le top dans sa catégorie. Il n'y a pas grand-chose qui se fait mieux que ça. Puis ça, disons, le prix le dit. Je me rappelle plus exactement combien ça m'a coûté US. Je pense que c'était au-dessus de 300$. Canadien, c'est à peu près 350$. Mais donc, là, on parle pas spécifiquement de celui-là. C'est plus ce style de masque-là aussi. Il y a vraiment, là, on voit que c'est vraiment angulaire dans tous les sens. Donc, peu importe où ce que la balle vient frapper, c'est jamais un contact direct, il y a toujours une déviation, donc l'énergie est dissipée rapidement. C'est pas ce que le commun des mortels, ou en tout cas l'arbitre qui débute, est en mesure de pouvoir se procurer. On s'entend, là, si vous regardez, pèse ça, c'est super léger, ça ne pèse absolument rien. C'est d'une légèreté quand même assez comparé au casque, là, c'est vrai que tu as ça. Mais c'est sûr que c'est dans ce style-là que toutes les associations, une bonne majorité des associations, sauf pour l'association du 2A, c'est comprenable, vont vous prêter d'équipement ou peuvent vous prêter de l'équipement. Fait que c'est sûr que dans votre ensemble de départ, votre kit de départ, c'est un masque de ce style que vous allez recevoir. Mais c'est certainement que vous allez plus recevoir un masque qui est un Wilson ou un Rawlings. Habituellement, ça va être de plus bas de gamme. Ça reste c'est très bon équipement qui va vous offrir la protection que vous avez besoin, surtout dans les catégories 11-13 U. C'est parfait. Bien souvent... 15 aussi. Là, 15-18, là, c'est bien correct. Je vois des arbitres qui continuent à apporter ça dans les 18 U. Vous allez certainement aussi... Ce qui est important par rapport à ça, c'est les coussinets. Okay? Ça va être... c'est important de bien les traiter et surtout de les remplacer régulièrement. Je vous dirais d'environ aux 2-3 ans. C'est important. Plus important encore de les remplacer lorsque vous avez des coussinets en cuir. Parce que là, lorsque vous avez à la longue, ça va absorber la transpiration de votre visage, le gras aussi. Donc, et avec le temps, ça va durcir. Donc là, le but premier de votre coussinet, qui est d'absorber l'énergie provenant de la balle, bien là, c'est carrément rendu l'inverse. C'est tellement rendu dur que ça transmet directement l'énergie. Puis là, au lieu de vous protéger, c'est carrément rendu un danger. Donc, c'est pour ça qu'on doit remplacer les coussinets régulièrement. Lorsqu'on a un coussinet comme le nôtre ici en tissu, on peut se permettre de les remplacer un peu moins régulièrement. Mais c'est ça. Là, c'est plus côté de l'hygiène à ce moment-là, parce que là, ça absorbe beaucoup plus. Honnêtement, ça peut devenir assez nauséabond lorsque il faut le faire aérer, il faut le faire respirer. Puis c'est ça. Donc, on peut se permettre de pouvoir remplacer des coussinets de façon moins régulière, mais encore là, il faut savoir les entretenir. Il y a toujours des velcro partout pour être en mesure de pouvoir retirer son coussinet. Et puis, comme on disait, la bavette, le bas du masque, honnêtement, c'est pas assez bas. Surtout dans nos catégories. Je vous recommande une bonne bavette. Ça, c'est une bavette 6 pouces. Allez-y avec ça, honnêtement. Parce que les balles peuvent rebondir. Moi, j'en ai eu une une fausse balle. Elle rebondit, puis elle est arrivée par le bas. Donc, ça revient pas arriver directement du devant. Ça peut arriver de par là. Puis, aussi, essayez de bien attacher votre bavette. Je vois trop d'arbitres qui attachent leur bavette après la portion ici, mais ça devient beaucoup trop ample, beaucoup trop lousse. Puis ce que ça fait, c'est que lorsque la balle vient frapper, ben il y a un pli, il y a un mouvement qui est beaucoup trop prononcé. Puis ça peut carrément vous blesser à ce moment-là. Ben, c'est ça, t'es blessé par la ballette et non la. Donc, il faut vraiment l'attacher aux barres qui sont en bas du masque, ici.
pour être en mesure de faire en sorte que ça vienne pas qu'il y ait beaucoup moins de mouvement. Puis le bas de la bavette vient s'appuyer sur votre plastron. Donc, ça permet d'avoir 2 points d'ancrage. Puis à ce moment-là, l'énergie est dissipée par ça. Ouais. Donc, ça ne vient pas venir frapper votre gorge. Si vous avez trop de mouvement ici parce que ça glisse, là, c'est ça qui va venir frapper à la place de la balle. Donc, c'est ça. Il y a une méthode pour enlever son masque, les messieurs. Viens-tu m'aider là-dessus, Mathieu? Ouais, ben c'est vrai que oui, parce que dans le fond, il y a une différence entre le casque et le masque. Bon, là, ça, on vous le montre. On vous le montre habituellement dans les formations pratiques. Puis, c'est important de bien le faire parce qu'on veut conserver. Vous autres, c'est sûr que les masques intégraux, il n'y a pas de casquette. Donc, c'est pas trop grave. Mais vous, quand vous avez un masque, vous portez toujours votre casquette avec la palette devant. Je veux pas voir personne avec une palette en arrière. Sinon, je vous étrangle. Si je suis capable de me faire 5 heures de route pour aller voir, je vais aller... Non, j'exagère. Mais c'est important de commencer par retirer son masque de la main droite. Et pourquoi de la main droite, messieurs? Ben, première des choses, on n'est pas gaucher. De la main gauche. Il faut retirer notre masque de la main gauche. Désolé, je me suis moi-même trompé. Ça commence bien. Donc, il faut retirer notre masque de la main gauche. Et pourquoi, messieurs, on doit retirer? Ben, première des choses, parce qu'on n'est pas gaucher quand on est arbitre. Puis on n'est pas Serge Gauthier. Alright! Donc, c'est ça, il faut retirer notre masque faut retirer le masque de la main gauche. Parce qu'il faut conserver notre main droite pour pouvoir faire les appels. On doit continuer à avoir ça. C'est toujours notre main de pouvoir. Elle doit rester libre. Donc, on doit prendre notre masque par la base ici, par le coussin, et tirer vers l'avant. Et ensuite, on peut lever. OK? Donc, c'est 3 étapes pour le masque importantes. comme ça. Moi, la façon que je l'ai trouvé, c'est simple. C'est carrément... Par le haut. Par le haut, okay. Ouais. Ça, l'affaire qui est l'inconvénient, c'est au fur et à mesure, parce qu'on a notre indicateur. Oui. Ici, à longue, parce que mon là, dernier masque, abîmé, abîmé. C'était tellement drôle. T'sais. Tout était noir, sauf qu'une belle marque. Plus de peinture. Un petit Sharpie noir après pour... Ben, j'ai essayé dans leur peinture. Oui. Ça revient tout le temps. C'est un très bon point, Mathieu, parce qu'on a aussi l'indicateur dans la main gauche, donc... De voir bien souvent... Moi, je tiens mon indicateur comme ça. Comme ça, je peux encore avoir mes 3 doigts ici, puis ça me permet juste de pouvoir retirer mon masque. Donc, très important d'avoir une habitude de pouvoir le faire, parce qu'on a beaucoup de choses en main gauche, là. Juste pour pouvoir avoir notre main droite libre. J'ai remarqué une affaire, quand ils sont en masque, ça le mouffe. Attends, mais on a-tu trouvé le truc? Non, c'est chiant. Mais c'est un bon point que t'apportes, Seb, parce que honnêtement, pour ceux qui se disent mais c'est une habitude difficile à pratiquer tout ça, ben juste durant un match, on fait ça au-dessus de 200 fois, fait que tu sais... Facile. C'est quelque chose à pratiquer à la maison aussi. Faites-le, faites-le pour que ça devienne... vraiment, dans ta mémoire musculaire, tu y penses même plus, ça le fait tout seul. Puis, des fois, là, on est pris, là, la casquette à part. Ouais, mais c'est parce que vous essayez de retirer ça directement comme ça. Il faut vraiment tirer vers l'avant, puis retirer. Ouais. Une des choses, pendant qu'on parle de retirer, parce que j'ai vu ça souvent, surtout Jacob, pauvre gars. Hey, Jacob, salut. Les premiers temps, Jacob, c'est un catcher, c'est un receveur. Fait que c'est quoi le réflexe de nos receveurs? C'était, j'enlève le masque, puis il swing à terre, puis il part, tu sais. Fait que les premiers temps, je voyais Jacob aller, et puis comme arbitre, puis s'il avait le même réflexe, il enlevait son masque, il traînait à terre, puis je suis oh non. Mais en disant ça, tu m'apportes 2 points importants que je veux essayer de rappeler à nos arbitres. C'est que, effectivement, ne laissez pas votre masque au sol, ok, gardez ça toujours dans vos mains, mais mettez-le pas non plus en dessous de votre aisselle, ok, gardez-le. Surtout pour le jeu, là, pendant que le jeu, ouais. Ça, si vous pouvez prendre au début du match, pendant la réunion, j'ai pas de problème avec ça, c'est correct. Mais lorsque le jeu roule, faites pas ça, parce que là, si vous avez un appel de sauve, vous êtes pris avec ça, vous ne revenez pas. Deuxième chose, ballon derrière le marbre.
chandelle, le receveur va aller chercher la balle et va, comme tu dis, va enlever son masque puis va probablement l'envoyer le plus loin possible pour pas qu'il soit dans ses jambes. Ça se peut qu'il vous l'envoie directement sur vous sans s'en rendre compte. Donc, tant et aussi longtemps qu'il n'a pas enlevé son masque puis qu'il l'a enlevé, gardez votre masque dans votre visage. Dieu, oui. Ça va vous permettre de ne pas recevoir le masque en plein visage. On l'a vu ça avec certains arbitres dans le passé. Oui. Donc, gardez votre masque. Une fois qu'il l'a fait, parfait. Vous pouvez le retirer, puis là, vous pouvez backpacker le receveur. Ouais. Je regardais ça aussi. T'as amené des skull caps qui commencent à être quelque chose d'intéressant. Surtout la MLB et tout ça. On est habitué de le voir, ce style. Excusez le skull cap. Pas celui-là, l'autre, qui est un petit peu plus... côté receveur. Comme un casque receveur, un casque que les entraîneurs sur les buts portent. Oui. Donc, c'est vraiment très simple. Ça coûte pas très cher, c'est environ une trentaine de dollars. Puis, ça va vous offrir la protection nécessaire. Belle alternative versus le casque de goaler, dans le fond. Là. Ça t'offre la protection. En même temps, t'as le bénéfice de la protection, puis t'as le bénéfice du masque qui est beaucoup plus léger. Fait que ça porte bien. Puis ce qui est bizarre, je vais vous dire comme ça, c'est que c'est quasiment plus facile à retirer. Tu vois, on peut pas sortir. On oublie les micros, ils sont on peut pas le sortir. On finit par Mais effectivement, ça se retire très bien. Faites attention sur un masque comme celui-là, qui est un... je me souviens plus de la compagnie. En tout cas, c'est celui-là. La palette est un petit peu plus longue. Donc, parce que lui, il est vraiment fait catcher. Oui, lui, il est vraiment fait pour un joueur en train. L'autre variable, puis mais comme je dis, ça vous apporte le niveau de protection nécessaire. Il n'y a aucun problème. Vous pouvez commencer avec ça. Ça ne coûte pas très cher. Sinon, dans le plus spécialisé, vraiment pour les arbitres, là, on est vraiment avec ce qu'on appelle le bomb. Là, c'est vraiment en bon. Ça, honnêtement, c'est la classe. La protection, le coussinage à l'intérieur est adaptatif. Donc, oui, au début, vous allez le porter, puis vous dites, je suis serré, puis vous le gardez pendant 2 minutes, vous le sentez même plus. Parce que le coussin a fini par prendre la forme de votre tête. Puis, ça bouge pas. Là. Puis, encore là, la palette beaucoup plus courte. Donc, vraiment, ça se porte très bien. Puis pour ce qui est de retirer... ça va bien, hein? Blooper! Mais non, honnêtement, ça se retire très, très bien. Là, je sais pas, j'ai mal retiré mon masque. Mais honnêtement, c'est vraiment super. Puis moi, en fait, je te rejoins là-dessus. L'année dernière, au printemps passé, lors de la classique Nordic, il y avait un frappeur qui a eu son backswing un petit peu plus trop long, puis pouf! C'était le premier match que je portais ça, puis je reçois déjà un bâton à la tempe. Puis c'est un joueur de junior élite. Donc, ça peut venir de partout, puis il faut faire attention. Moi, je vous dis, honnêtement, si vous êtes en mesure de pouvoir vous mettre un petit peu d'argent pour vous acheter ça, allez-y, ça vaut la peine. Contrepartie un peu négative de ça absorbe beaucoup la transpiration. Dans les matchs où il fait chaud, honnêtement, vous allez suer de la tête, ça va finir par sentir, honnêtement. Si vous ne l'entretenez pas le moindrement, vous ne faites pas sécher, vous ne faites pas aérer, ça va venir vite. Mais ça se retire très, très bien. Le coussinage à l'intérieur là, est de velcro. Il y a 3 coussins. Et puis ça s'enlève très bien. C'est lavable. Donc, c'est très important de l'entretenir de façon régulière. Puis, parce que sinon, votre receveur ne voudra plus travailler avec vous parce que vous allez puer la charogne. Mais non, non, mais à part de ça, c'est un peu chaud aussi. Mais honnêtement, moi, je m'en passe plus. Derrière le marbre, là, c'est vraiment un go-to. Donc, voilà. Moi, en passant, un autre point là, sur le casque là, dans ce style-là, je connais quand même quelques arbitres là, au calibre professionnel, puis eux autres, ils recommandent tout
d'avoir ce type de casque-là, justement, entre autres pour la protection là, que ça donne de plus. Il recommande quand même ce style-là de masque, mais avec le casque en plus. C'est le meilleur des deux mondes au niveau aussi des commotions, des choses comme ça. Là, ça et tu m'apportes un point pour finir avec le côté des masques, parce que je crois qu'on a passé beaucoup de temps là-dessus, mais une chose qui est importante, c'est l'ajustement, parce qu'il y a trop d'arbitres qui mettent leur sangle, leur harnais beaucoup trop serré. L'important d'un masque, c'est d'avoir juste ce sweet spot entre être suffisamment serré pour être stable, pour ne pas bouger dans votre visage, mais assez lousse pour qu'il puisse y avoir une dissipation d'énergie. Tu es capable de l'enlever. C'est parce que si votre balle vient frapper dans votre masque, puis que le masque est exactement au même endroit une fois que la balle a frappé, c'est qu'il n'a pas fait sa job. Vous devriez avoir le masque comme ça, ou n'importe quoi ailleurs. Il faut qu'il soit en mesure de pouvoir partir, puis ça veut dire qu'il a dissipé l'énergie correctement. Si votre harnais est trop serré, il fera pas ça. Il va rester directement devant votre face. Des fois, on pense que c'est mieux quand qu'il soit serré, mais en réalité, il faut juste qu'il soit suffisamment serré pour bien tenir. Et c'est tout. On doit arrêter là. Il faut qu'il y ait de la possibilité de pouvoir bouger. Ouais. On a passé beaucoup de temps sur ça, mais écoute, c'est l'important. Tu sais, c'est votre tête, c'est votre cerveau. Fait que c'est très, très, très important. C'est une des pièces d'équipement les plus importantes. Exactement. Là, c'est pour moi une des raisons pourquoi que s'il y avait une des pièces d'équipement à investir en premier, je pense que ça serait le masque. Oh oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Fait qu'on a Top parlé... 2, on a fait ça, on a protégé ce qui est très, très, très important à nous. Fait que Fitz, qu'est-ce que t'en penses? Chandail, plastron... Oui, ben là, évidemment, on a le polo de Baseball Québec. Dans le fond, comme si que vous connaissez très bien. Évidemment, il est en passant de nouveauté pour la saison 2025. Pour ceux qui étaient dans le temps avec le programme de développement, dans le fond, le PDA, probablement que vous avez des numéros sur le côté. Ouais, on en avait. C'est quelque chose qui a été retiré cette année. Donc, si jamais vous avez des numéros sur vos chandails, il faut les retirer, que vous étiez dans le PDA ou non. Donc, juste, j'en profite pour ça. Mais dans le fond, le pôle Baseball Québec, il s'offre seulement en cette couleur-ci, qui est le, on appelle ça quoi? Bleu poudre. Bleu poudre, baby blue, powder blue. Exact. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est peut-être d'en avoir deux. Pourquoi? Ben, probablement, si, mettons, vous arbitrez un double, puis vous commencez au marbre, puis la première partie, mettons, il a mouillé la veille, puis ça se peut que ça salisse un peu votre polo, mais pour aller ses buts, après, c'est moins chic. Fait que d'en avoir un deuxième, ça va être un peu plus propre, puis on s'entend, notre uniforme, c'est l'apparence, et c'est ce qu'on a de plus important chez un arbitre. Si vous avez les moyens de vous le procurer aussi, parce que ça reste quand même un petit peu cher, mais procurez-vous-en un qui est à votre taille normale que vous portez de tous les jours. Ça serait votre polo sur les buts. Et achetez-en un autre avec une taille plus grande pour votre plastron lorsque vous êtes... Malgré qu'ils sont faits pour... Ils sont extensibles. C'est ça, ils sont extensibles, ils sont faits plus grands. Mais c'est plus... En fonction de mettre ton plastron en dessous. Mais c'est le fun quand c'est pas trop serré. Non, c'est ça. Puis une des choses que... hey, il est super hot, celui-là, versus ceux qu'on a au Bacon. La poche, ben... Tu sais, Baseball Québec ont fait quelque chose d'intéressant à côté pour le crayon. Fait qu'on est on a une tendance, ouais. That's all, folks. On a la tendance à penser, hey, je vais mettre mon crayon, je vais mettre mon stylo dans cette belle petite poche-là. Oui. Ça dépend du stylo. C'est pas juste ça dépend du stylo, ça dépend de... Tu risques d'obtenir une balle sur ton plastron, ce qui va arriver, c'est clair. C'est sûr. Et que ton crayon fasse pétard! Que l'encre aille toute tachée. Le polo, c'est pour ça que je dis un bic. Il viendra pas taché. N'importe quel, man. Mais le case va éclater, ça, c'est sûr. N'importe quel. Écoute, tu sais, je pense que vous me connaissez quand même, fait que avec la chance que j'ai. Ben, qu'est-ce que... T'as de la chance, toi? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Hey, je venais juste de l'acheter, flambant neuf. Parce que mon ancien était tout taché. Donc, tu sais, avec la boîte pis tout ça. Puis il y avait de l'âge.
Hey, flambant neuf. Ah, j'ai la poche. J'ai mis mon crayon. Hey, comme de fait. Il y a un endroit qui a un bleu plus foncé tout d'un Ah coup. ouais, tout d'un coup, oui, effectivement. Fait que, oh mon Dieu. Là, ça, ça se lave plus. Là. Ça se lave, mais man, c'est comme... Ça smudge. C'est le bordel, essayer d'enlever ça. Fait que, oui, c'est le fun, mais... ça vaut pas nécessairement ça vaut pas la peine. Mais c'est un bon point que tu apportes parce que ça, c'est un des désavantages de cette couleur-là. C'est que oui, c'est le fun parce qu'avant, on avait un bleu plus foncé comme bleu marin. Oui. Ben oui. À cette heure, on était avec le bleu poudre qui absorbe un petit peu moins de chaleur, mais le désavantage avec ça, c'est qu'il se salit très facilement. Là, je sais pas si vous le voyez. Moi, au bas de mon polo, il est un petit peu sale, puis ça se lave pas. Non, ça part pas. Hey, donc, non, du spray and wash. Tu mets du spray and wash, t'en mets, puis... ça part pas. Fait que c'est probablement un des seuls désavantages de ça. Fait que tu sais, surtout pour ceux qui font un peu plus de parties, mettons, comme moi, tu sais, j'en fais environ une centaine par année, ben, il faut quasiment que je le change à chaque année à cause de ça. Là. Fait que, Ah ouais. Puis, encore une fois, je vais le dire assez... Je le dirai pas assez souvent. Une fois que votre partie est terminée, vous arrivez à la maison, sortez-le de votre sac. Oui. Attendez pas une semaine. Levez-le rapidement. Parce que si vous le laissez traîner, c'est sûr qu'il va tâcher rapidement. Ouais. Ça partira plus. Ah non. Fait que... Ah non, Puis il est glissant aussi. Hein. Le matériau est quand même assez glissant, donc ça apporte, surtout au marbre, le fait que ça peut sortir facilement des pantalons en arrière. Puis je pense, Mathieu, que tu as une petite solution pour effectivement. empêcher ça. Donnez-moi ça. Oui, c'est une belle petite sangle avec qui est quand même... je veux pas dire... semi-rugueuse. Ouais, ben, pas rugueuse, mais tu sais... c'est adhésive, caoutchouc, tu sais. Puis honnêtement, là, moi j'ai acheté ça là, la première année, et puis je le mets par-dessus mon chandail, mais juste au niveau de la ceinture, ou comme mes pantalons, donc à l'intérieur, ça la grippe et ça l'empêche que le chandail, ou ça aide, parce que ça peut arriver encore, là, mais ça aide pour que le chandail reste à l'intérieur du pantalon. Fait que, écoute, c'est pas trop dispendieux, puis c'est un beau petit truc pour garder vos chandails. Qui portent carrément des jarretières en rien. Oui, il y en a. Ouais, effectivement. T'attaches le chandail par l'intérieur, puis là, c'est comme attaché après tes bas, ou après une autre sangle après ta cuisse. Parce que c'est vraiment, ça retient le chandail vers le bas. C'est une autre idée. T'as une autre idée, là, tu sais. Fait que. Là, on vous dit pas d'aller dans des affaires de votre femme ou bien votre mère pour les jarretières, là. Non. Tu sais, prenez ça. Mais, tu sais, les joueurs. Tu sais, je veux en parler de même. Les joueurs, là, ce serait intéressant. Tu sais, une couple de joueurs qu'on connaît là, constamment. Moi, je m'avance pas là-dessus. Hey, les lanceurs. Allez, gars. Non, mais je fais juste dire. Écoute, j'en profite, je prends 2 minutes. Non, sérieux. Mais, gars, c'est un bon petit truc si vous voulez l'avoir. Fait qu'on parlait de chandail, on s'en va sur qu'est-ce qu'on met en dessous de notre chandail? Un plastron. Fait que là, moi, j'ai fait exprès de demander aux deux boys d'utiliser mon plastron. Puis je vais vous expliquer pourquoi. Ça va bien les affaires. Oui, si tu peux, oui, ça serait le fun. Vous pensez qu'il y a combien d'années ce plastron-là? Ça, tu l'as depuis le début, je suis certain. J'ai une impression que c'était à ton père, ça, avant. Non, ça n'existait pas en 90, ça. Depuis que je te connais, il me semble que c'est le même plastron que tu portes. Donc, depuis au moins 2017. Exactement, ça fait presque 10 ans que je l'ai. Puis pourquoi? Puis il a l'air quand même beau là, en ce moment. Là. Okay, tu le vois qu'il est pas neuf. Mais il est bien entretenu. Mais exactement. Fait que c'est pas tout le monde qui... Mettons, si vous commencez à arbitrer, vous allez dans les associations qui vont vous prêter de l'équipement. Vous n'aurez pas ce style-là. Ça va plus être comme un peu plus le même style receveur. Ouais. Un Rawlings noir. On va mettre une image ici. Ouais. Qui, ça protège bien. C'est mieux qu'avoir rien, on va se le dire. Ouais. Mais je trouve que c'est pas ce qui protège le mieux. Donc, on parlait du masque tantôt, d'une pièce d'investir en premier. Puis là, on avait des opinions différentes sur mais les deux pièces d'équipement qu'on est tous d'accord, c'est que à investir en premier, c'est le masque, mais le plastron aussi. Puis vous voyez ça, là, comme je viens de le dire, ça fait presque 10 ans que je l'ai. Puis il est encore en très bon état. Là, fait que c'est un investissement qui coûte cher au moment de l'achat.
Mais si on se dit, hey, j'ai pas dépensé pour un plastron depuis les 10 dernières années, non, ça me revient à même pas 20$ par année. Le coût de revenu est quand même assez bon pour ce que ça peut t'empêcher comme blessure. Parce que c'est sûr que quand on finit par monter dans les catégories puis affronter des lanceurs qui ont beaucoup plus de vélocité, là, nous autres, les trois, on est habitués de commencer à avoir des lanceurs qui lancent du 85-90 000 à l'heure. Donc, oui, mais aussi ce qu'il faut se rappeler, puis ça vient avec évidemment la position là, dans l'enclave, la slot comme on dit, qui est très importante. On pourra en reparler dans un autre épisode, justement le positionnement au marbre. Mais c'est que dès que le frappeur fait contact avec la balle accélère. Peu importe dans la direction que ça va. Donc, si votre lancer, mettons, là, on parle de, mettons, un 18 UA, que vous avez un lanceur qui lance du 70-75 000 à l'heure, puis que la balle est moindrement touchée par le frappeur, ben vous avez probablement une balle qui vient d'accélérer de 4, 5, 6 000 à l'heure déjà. Fait que ça va, vous allez le sentir. Si vous avez un moindrement un plastron qui est un peu de moins haute qualité, puis que ça vous frappe directement dans le sternum, vous allez le sentir, puis longtemps. Mais c'est ça, donc, encore là, même chose que pour le masque, une des choses très importantes, puis primordiale avec un plastron, puis Fitz, je t'invite à poursuivre là-dessus, c'est qu'il soit bien ajusté. C'est important. Oui, une des choses que j'ai amélioré avec ce plastron-là, au lieu d'en acheter un neuf, c'est de changer, dans le fond, la ganse en arrière. Oui. Donc, la ganse qui était là, qui venait avec ce plastron-là, était bien, mais je me sentais un peu pris dans mes mouvements, j'étais un peu limité. Ouais, les originaux sont cool. Exact. Ouais. Puis il est comme, c'est comme un tissu brodé, là. Je l'avais bien ajusté, puis tu sais, moi, avec la chaîne de mon corps, il fallait pas mal de l'ajuster au plus serré. Mais il y a quelques années, dans le fond, il y a une compagnie qui s'appelle Amplife, dans le fond, qui est basée, même je pense, c'est au Canada? Oui, c'est au Canada. Oui, c'est ça. Toronto, dans ces environs-là. Il offre une gamme de produits là, assez vaste au niveau de l'équipement de l'arbitrage. Puis justement, Sébastien montre ça. C'est Ray Brownlee, propriétaire. Oui, exact. La fois, il a développé des pièces d'équipement, des accessoires pour améliorer certaines pièces d'équipement spécifiquement pour les arbitres. Sébastien vient de montrer la gamme de son marque. Moi, j'ai changé celle de mon plastron le jour et la nuit. Le jour et la nuit, c'est incroyable. Puis je pense que aussi, Mathieu, tu l'as pour tes oui, je l'ai. Je n'ai pas amené mes pads, là, mais oui, je l'ai. Puis moi, quand j'ai changé ça, j'avais l'impression d'avoir un nouveau plastron. Oui, carrément. C'est... J'ai beaucoup plus. J'ai la même précis. chose. Puis, ça a l'air, Nono, tu sais, comme quand j'ai commencé en 2017, effectivement, j'ai commencé avec le plastron, comme tu mentionnais, tu sais, style un petit peu plus receveur qu'on va montrer ici, ou là. Encore une fois. Non, ben, tu sais, j'avais commencé avec celle-là, puis après ça, j'ai réalisé, j'ai dit, hey, t'as une minute, toi. Puis ça a l'air, Nono, là, vous allez rire. J'ai un plastron de goaler. OK? Mais là, si en même temps j'enlève les manches, parce que les goalers, ben, ils ont les manches, ça ferait un petit peu Optimus Prime si j'y allais. Mais fait que là, j'ai enlevé ça, puis j'ai fait comme crime. Ça marche, puis ça a l'air super, tu sais, surtout pour les calibres, puis tout ça, puis ça a l'air bien. Puis, bon, ben, à un moment donné, tu te dis OK, parce que là, le désavantage, c'est que pour le goaler, je sais pas pourquoi, il était très, très, très bas, mais je pense que c'est peut-être une question encore là d'ajustement que j'avais pas fait. Par la suite, je suis allé sur l'Internet, j'ai trouvé un Champ Pro, qui était vraiment pas dispendieux, là, je pense que c'était 80$ à l'époque, qui était un peu un intermédiaire au Wilson. Et puis, il me servi pendant longtemps tellement que je l'ai même fait passer à un suivant. Fait qu'il y a un arbitre que je l'ai fait pour passer à un Wilson. Donc, j'ai pas celui-là, mais j'adore mon Wilson. Moi, je vous dirais, magasiner votre plastron, ouais. Hein, puis c'est important. Encore là, malheureusement, les fournisseurs sont je dis plus des distributeurs parce que les fabricants sont il
y en a quelques-uns, là, je vous dis All-Star, Champro, Rawlings, Ouais. Wilson. C'est pas Ouais, il y en mal a les plusieurs. plus. Ouais. Je pense que Mizuno aussi en fait un peu. Mais vous avez plusieurs marques, vous avez plusieurs modèles aussi, mais l'important, c'est vraiment encore là Le confort. Que vous soyez confortable, effectivement, mais que il soit ajusté pour que vos clavicules, le haut de vos os qui sont ici soient couverts. Je vois trop de plastrons qui pendent ici. Ils vous protègent pas du tout à ce moment-là. C'est un très bon point, ça. Je m'en allais justement là finir sur le plastron. C'est que, tu sais, un plastron dans ce style-là va bien mieux protéger les épaules, mais la clavicule, comme tu viens de le dire. Puis ça, là, c'est très, très important. Tout ça fonctionne. Qu'est-ce qu'on vient de dénoncer fonctionne si, comme tu l'as dit, c'est bien ajusté. Si c'est mal ajusté, ça vous sert à rien. Vraiment important. Puis au moment que vous l'ajustez, c'est vraiment important que ça vienne. Ben là, je le porte pas très bien, là, mais il faut vraiment que le haut ici vient vraiment à cette hauteur-ci qui vient protéger la clavicule, parce que si je le porte comme ça, ben là, ici, toute cette partie-là est exposée. Fait que vraiment important là, que ce soit à la bonne hauteur. Puis là, c'est le temps de l'avoir serré. Ouais. Oui. C'est pas comme la masque, là. C'est vraiment... faut que ce soit une deuxième peau. Ouais. Faut que vous le sentiez même plus, vous bougez avec, puis c'est rendu une partie de vous-même. C'est carrément ça. Le plastron, il faut que ça soit le plus tight possible. Ouais. Faut pas que ça bouge, faut que ça soit... c'est ça. Faut que ça fasse partie de vous. Là. C'est ça. Puis là, en général, quand que le monde on l'ajuste pour certains arbitres là, qu'on donne en formation, on l'ajuste à la bonne hauteur. Ben, souvent, le premier réflexe, c'est mais là, il est bien trop haut, là, tout mon ventre est exposé. C'est pas grave. Parce que justement, le ventre, c'est probablement la plupart du temps, le receveur va être dans le chemin de votre ventre, fait que ça va vous protéger de ce côté-là. Mais moi, j'aime bien mieux être frappé dans le ventre que sa clavicule. Fait que c'est ça qu'il faut protéger en premier. Le ventre, oui, ça fait mal quand ça va là, mais ça arrive pas souvent. T'en sais quelque chose? Oui, j'en sais quelque chose. J'en dirai pas plus, mais ça mais oui, ça peut arriver dans toutes les catégories, mais même dans les plus hautes, tout ce qu'on pense que ça arrive moins, ça peut arriver aussi. Fait que, non, l'important de protéger, c'est le cage thoracique. C'est les ça, os. C'est les organes plus vitaux qui sont au nord là, du milieu. Là. Mais vraiment, vous allez voir, là, bien souvent, les Wilson, là, les Westvest Gold Pro, là, ou les Westvest Platinum que Fitz nous montre, ça arrête là. Il n'y a absolument aucune protection en bas. Puis même si vous choisissez la plus grande, ça n'irait pas plus bas. Non, c'est ça. C'est vraiment la partie qui est en bas de la cage thoracique n'est pas couverte. Donc, c'est normal. C'est comme ça. C'est voulu. Pour probablement plus de flexibilité. Oui, puis mais il y en a. Il y a une couple de modèles aussi là, puis de compagnies qui vont t'offrir l'extender ou l'extension. Tu sais, il y a l'extension pour le ventre, il y a l'extension pour les biceps. Ben là, encore là, ça c'est votre confort, c'est vous autres, c'est comment vous pensez, ben juste aussi observer. J'avais essayé avec des bicep extenders ou l'extension bicep, puis ça faisait pas beau, parce que ça sortait toujours de mon uniforme, fait que puis le nombre de fois vraiment qu'on va recevoir, en tout cas, c'est moi qui ai prôné. Là. Non, mais j'en ai jamais eu. J'en ai jamais eu au niveau biceps. On dirait que c'est pas grave de recevoir une balle là. Non. On dirait que c'est plus l'avant-bras. Ah mon Dieu, oui. L'avant-bras est plus... Ouais, prône. Ouais. Ben ça, on va pouvoir en parler, mais qu'on parle de positionnement à un moment donné. C'est sûr qu'on en reparle. Cool. Fait que, hey, on est rendu à... Ceinture, pantalon, poche à balle dans ce coin-là. Ouais. Yes. Trop souvent, je sais pas pour vous autres, trop souvent, en tout cas, on le martèle puis on l'arrête pas de le mentionner, une ceinture de cuir. Une ceinture de cuir, puis encore une fois, encore trop souvent, on voit des jeunes arbitres arriver avec une ceinture, la ceinture de leur uniforme de baseball. Qui est fait en tissu, en couleur, puis élastique, puis tout ça. Puis c'est pas pour être méchant, mais je veux dire, c'est pas sa place.
la ceinture de cuir. Puis ça n'a pas besoin d'être une cuir super trop chère. Canadian Tire, des affaires de même, aubainerie, whatever, tant qu'elle est noire. Deux choses, c'est ça. Qu'elle soit en cuir puis qu'elle soit noire. Ouais, c'est les choses importantes. Ça, là, c'est une... OK. Honnêtement, c'est une Mizuno. Oui, je te l'ai acheté il y a quelques années au Baseball 360. Elle a coûté un petit peu plus cher. C'est une ceinture de joueur. Ouais. OK? Parce qu'il y a même un peu de. Il y a même un peu d'élastique ici à la fin à la boucle. Mais honnêtement, ça fait la job. C'est super. Elle m'a servi très très longtemps. Puis je m'en sers encore. Vraiment là, c'est très très bonne qualité. Puis puis là, pas obligé d'aller là. Non, puis c'est sûr que les gens vont dire ouais, ben là, Mathieu, les gars, une cuir, ok, c'est beau, ça fait beau, c'est tout le kit. Mais tu sais, j'aime bien ma ceinture de joueur, tout ça, sauf que, tu sais, comme moi, poche à balle, là. On parle pas de nous autres, là. Le poche à balle, je veux dire, Colin, combien quand tu pars un match, là? Tu pars avec combien? Ben, ça dépend de la catégorie qu'on fait, mais tu sais, nous autres, dans le junior, on commence avec 6 balles. Mm-hmm. Fait qu'à 6 balles, il faut quand même que tu aies une ceinture qui soit capable de supporter ce poids-là, parce que souvent, les ceintures un peu plus cheap, ben là, tu le vois qu'ils vont comme commencer à plier. Puis ça c'est moins bon, autant pour le look, mais aussi pour la durabilité. Là. Ben aussi ton dos. Tu sais, ça a l'air, c'est le dos, c'est le balance, c'est le fait que bon, ça barouette à droite pas à gauche déjà en partant. Mais là, en plus, si tu rajoutes une élasticité ou une ceinture élastique pas cuir qui est rigide, là, ça barouette encore, là, encore plus. Il y a encore cette mauvaise conception-là par bien des arbitres que quand t'es trop marbre, t'as les 2 pieds dans le béton puis tu bouges plus. Je m'excuse, mais un arbitre au marbre doit se déplacer, doit aller couvrir le troisième, doit aller couvrir le deuxième lorsque ton arbitre en position P2 est obligé d'aller couvrir le champ droit. On l'oublie souvent, mais un arbitre au marbre, il a beau être équipé puis avoir ses balles dans sa poche. Des fois, il faut qu'il se claque une bonne course. Là. Puis, quand ça commence à balloter là, de tous les bords, de tous les côtés, là, je peux-tu vous dire que c'est fatigant? Puis, on dirait que tu penses à ta manière de courir pour pas que les balles commencent à sortir de la poche. Donc, notre ceinture, évidemment, là on parle là, de haute qualité. Là, c'est rendu le gloss. Là, c'est vraiment de qualité professionnelle. Si vous n'avez pas à vous acheter ça, si c'est pas dans la nécessité de vos ligues, de vos catégories de porter ça, allez pas à acheter ça. C'est pas nécessaire. Si vous voulez flasher, si vous voulez paraître beau, parfait. C'est correct, mais combien que ça vaut, ça? Je pense que c'est 80$, 90$. OK, moi, la mienne n'est pas ce prix-là, parce que moi, ce que je m'en allais dire, c'est que si vous êtes pour acheter une nouvelle ceinture, là, acheter une ceinture de ce style-là, c'est pas bien plus cher. Là. C'est pas obligé d'aller justement dépenser 100$ pour une ceinture, mais c'est pas bien plus cher qu'une nouvelle ceinture de n'importe quel style ou marque. Fait que honnêtement, si vous en avez déjà une qui rencontre les prérequis, OK, mais si vous voulez en acheter une nouvelle puis qui est dur, c'est très dur. Allez avec ça, honnêtement. Honnêtement, ça va durer 10 ans facilement. J'en reviens encore à dire, tu sais, Canadian Tire. Souvent, tu rentres au Canadian Tire, c'est quoi la première affaire que t'as, à part les barbecues, puis les souffleuses, puis les tondeuses, là. Mais une fois qu'on est rentré, je veux dire, on a le rack. Il y a un rack, il y a tout le temps un rack. En tout cas, ici, à Buckingham, il y a tout le temps un rack de ceinture. Puis ils sont pas chers, je veux dire, voilà, l'équipeur, même affaire. Tu rentres chez l'équipeur, et puis... On le répète, là, 2 points importants, noir, en cuir. That's it. C'est tout ce que tu as besoin. Poche à balle, ben ça c'est malheureusement la ceinture, les poches à balle, les indicateurs, le balai. Ça, c'est des choses que bon, les associations auront pas à nous prêter. Fait que ça, c'est à vous le procurer. Il y a des ensembles qui sont quand même très de base. Les kits de départ Rawlings, là. Ben oui. C'est la job. Que vous avez l'indicateur, la poche, la brosse. Oui. Habituellement, ça vient ensemble. Quinzaine, vingtaine de dollars. Gros maximum. Mais honnêtement, puis je pense qu'il y en a aussi d'autres, là. Mais honnêtement, si vous êtes en mesure de pouvoir rapidement passer à un autre niveau du côté de la poche à balle, surtout lorsque vous avez juste 2 petites sangles qui sont à peu près 1 pouce de large, là. Ça, là, si vous pouvez vous débarrasser de ça le plus rapidement possible, faites-le.
OK? Ah, vous allez être heureux. Vous allez être heureux parce que, oui, c'est le fun, le petit kit. L'ensemble est vraiment, vraiment bien. Par contre, j'ai appris assez rapidement, moi aussi, là, que ça tient pas à cette balle. Tu sais, t'en mets 2-3 balles là-dedans. C'est un tissu qui est lisse, qui est quasiment caoutchouc. Ben oui. Ouais, c'est du gros nylon, vraiment. C'est pas ce qu'il y a de mieux, glissant. mais c'est un kit de départ, donc c'est pour partir. Oui, un peu. c'est ça. Ça fait la job au début, là. Vraiment, là, pour les jeunes arbitres qui commencent, c'est parfait, il n'y a aucun problème. Le seul problème, c'est qu'avec ces sangles-là, au haut, ils vont bouger. Puis bien souvent, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont se rapprocher l'une de l'autre. Ah, pas juste ça, ils vont se twister, on dirait. Puis, fait que là, ta poche à balle est rendue à peu près ça de large, puis le fond est rendu comme ça. Là, c'est un triangle. Puis quand que ça fait ça, qu'est-ce que tu penses que ça fait? Ça ouvre. Fait que là, ta poche est rendue toute ouverte, les balles revolent. T'essaies de mettre... Là, tout le monde essaie de mettre... Ah ouais, Je vous présente, OK, la poche à balle Smithy, OK? Je vous dis pas de vous acheter ça, mais regardez la largeur des sangles, OK? Puis le trou à l'intérieur, c'est juste pour faire passer une sangle de pantalon. Exact, okay? exact. Donc la ceinture va passer à travers. Ça, là, ça bouge pas. Non. OK? Ça ne bouge absolument pas. C'est suffisamment grand pour vous être capable d'avoir facilement 5 balles là-dedans, puis ça sortira pas de là. Non, c'est ça. Ça dure longtemps aussi. Oui. Il y a des petites poches à l'intérieur aussi, vous pouvez mettre votre indicateur, votre brosse. C'est fait pour ça. Pas tout à fait accessible des fois. C'est peut-être un petit peu difficile à avoir parce que la poche est profonde. Fait que si votre indicateur est dans le fond de ta brosse, c'est loin longtemps. OK? Fait que je vous dirais, gardez-le juste dans la poche normale, dans la poche principale. Ça va se retrouver dans le fond. Puis aussi, tu disais, Fitz, on a 6 balles au début. Effectivement, on en a une sur le jeu, donc on en a 5 dans la poche. Vous pouvez emporter 2 aussi des poches. Donc, vous pouvez emporter carrément 3 ou 4 de chaque côté. Là, vous êtes rendu avec 6-8 balles si vous avez besoin de ça. Normalement, dans les petites catégories, 4 balles, c'est à peu près ça qu'on a. Moi, je dirais normalement, moi, mon chiffre pour sauter à 2 poches, là, c'est 5 ou 6 balles. Mais à 4 en descendant, je garde juste une poche. La nouvelle qui Je veux dire, franchement, en parlant de 1 ou 2 poches, en tout cas, moi, mon opinion, c'est pour les deux. Pourquoi j'utilise tout le temps 2 poches? C'est niaiseux, sauf que j'essaie toujours de garder les plus propres à gauche. Ouais. Non, à droite. Oui, droite. L'ancienne gauche, la droite. La gauche de Serge Gauthier. Hein? La droite de Serge Gauthier. Exactement. Fait que là, puis quand j'ai une balle qui revient, qui vient d'être jouée, qui est sale, potentiellement, je vais la mettre de l'autre bord. Et question de friction, de tout ça, on dirait que elle se nettoie ou si elle était un petit peu trop mouillée, tu sais, tu veux pas l'avoir. Fait que c'est comme si ça c'est ma poche pour laver. Puis ça, c'est ma poche de distribution. Mais et puis, t'apportes un autre point aussi. Lavez-les vos poches. Ah, mon Dieu, ça se salit rapidement. Puis la terre, là, si vous êtes moindrement dans un terrain en sable ou un Washington Mix après que ça ait, qu'il n'y ait plus, mon Dieu, vous allez voir que l'intérieur, là, vos balles vont avoir sali ça assez rapidement. Puis, donc, il y a du sable, il y a un carré de sable qui se ramasse là-dedans. Là. Je vous dirais, là, quand vous les nettoyez, là, virez-les de bord. OK, vraiment, là, c'est ça, c'est l'intérieur de la poche qui doit être nettoyé en priorité. L'extérieur, c'est esthétique. C'est juste pour vraiment que ça apparaisse noir puis que ça paraisse beau, pour pas que vous ayez plein de taches de terre dessus. Ça, mais l'intérieur, parce que c'est vos balles là, qui sont à l'intérieur. Donc, pour poursuivre sur le sujet des poches à balles, là, je vous montre là, vraiment la dernière technologie, ou en tout cas la dernière qui est sortie. Puis il y a de plus en plus d'arbitres du baseball majeur qui adoptent ça. Néoprène. Parce que c'est, honnêtement, là, je pense que Fitz, c'était aussi... Moi, j'ai ça, oui. Ouais. C'est le jour et la nuit, c'est vraiment... Puis ça, je vous dis, c'est le top notch. Hein. C'est la Amplife WeatherTech. C'est énorme comme poche à balles. Oh mon Dieu, oui. Vous pouvez avoir facilement 8 balles dans chaque poche là-dedans et vous les sentirez quasiment pas. Ils sortiront pas. Ouais. Le haut est plus serré que le bas. Aussi, ça s'extensionne. Donc, vraiment, la poche, là, elle est profonde et elle est large, mais elle se resserre vers le haut. Mais
garde une ouverture pour être en mesure de facilement aller chercher. Ouais. Donc, vraiment, le poids va se retrouver en bas, mais il n'y a pas de possibilité pour ce qui est à l'intérieur de sortir. Vous avez 2 poches à l'intérieur aussi qui sont plus... je vous dirais plus ajustées pour justement pour une brosse de type en bois comme ça. Ouais. Et pour votre pad. Votre petite pad pour regarder vos feuilles d'alignement qu'on verra plus tard. Mais ça peut, au lieu d'avoir ça dans votre poche de polo, vous pouvez garder ça dans votre poche à balles. Honnêtement, si vous pouvez vous les procurer, je vous le recommande. Mais encore là, C'est un oui, investissement. ça vaut la peine, mais c'est un investissement. C'est ça. Si vous n'avez pas besoin d'avoir ça, allez, Ben non, embarquez-vous c'est pas Ben, là-dedans. on appelle ça un investissement, mais moi je pense que c'est l'amélioration d'une pièce d'équipement qui est le meilleur rapport qualité-prix, durabilité. Là. Ouais. C'est incroyable comment c'est pas ben cher puis que ça peut durer quasiment toute une vie. Ça change carrément ta façon d'arbitrer. Je dirais pas ta façon d'arbitrer, mais tu penses plus à ça. C'est Non, c'est rendu un souci de moins. C'est un Vraiment, niveau de là, confort de plus. Puis avec le néoprène, les balles à l'intérieur, là, il y a beau pleuvoir, là, ils vont toujours être sèches. C'est ça. Ça ne viendra jamais atteindre ça. C'est de... Non, vraiment, Ray... Puis encore, ouais, justement, on va le dire, là, Amplife, on n'est pas commencé par Amplife. Mais Ray Brownlee, vraiment, là, si tu nous écoutes, if you are listening to that, maudit bon matériel, puis je recommande à tous. Puis c'est canadien. Oui, tout à fait. Écoute, on va skipper le protège. On s'entend, là, ça c'est Très votre... important, ouais, ben, c'est important, c'est mais important, c'est là, la votre- coquille. Puis c'est- les c'est- femmes aussi, protecteurs pelliers. Ouais, c'est, aussi, là, c'est... Passez-vous en Ouais. pas. Par contre, vous êtes une fan que vous n'en avez pas de besoin, Non. super important. C'est à votre discrétion, messieurs, dames. Portez pas ça, c'est but, c'est pas nécessaire. Non. Ben, tu sais, j'ai déjà eu des arguments, tu sais, c'est but, tu sais, mais, tu sais, si tu reçois une balle là, puis je comprends l'argument. Moi, je vais pas le mettre sur les buts, mais j'en connais quelques-uns qui vont le mettre. Là, c'est vraiment question de préférence. C'est sûr que rendu ça là. peut être un accident, mais on n'a pas à jouer la balle. Fait qu'elle peut. Tu sais, oui, si on se fait frapper par la balle, c'est vraiment parce qu'on n'a pas eu un bon jeu de pied ou on n'a pas été en mesure de pouvoir s'enlever. Mais un joueur qui joue à l'avant-champ, c'est normal qu'il porte une coquille Oui, parce c'est que ça. lui, il doit jouer la balle. Ça peut avoir des mauvais rebonds, il peut arriver quoi que ce soit. Nous autres, il faut qu'on s'enlève du chemin. Donc, les chances qu'on le reçoive à cet endroit-là sont quand même assez réduites. Mais si vous vous sentez plus à l'aise de le porter, Oui. Là, après ça, Grand là, face. déjà là, je vois des commentaires. Blondin, tasse-toi. Tu devrais en porter une. Tu sais, des affaires la même. ouais, mais toi, tu devrais porter une armure. Ouais, Non, mais c'est avec toi qu'on avait été à Longueuil pour un double à un moment donné. C'était l'année dernière ou l'autre d'avant. Puis il y avait quelqu'un après le match qui nous avait parlé de cette histoire-là, qui nous demandait si on portait ça sur les buts. Puis qu'il disait non, il dit ben quand ça va t'arriver, tu vas penser à moi. Je vous ai pas oublié, mais ça m'est pas arrivé. C'est toujours pas arrivé. Tellement. Les doigts de Murphy, Ah, ouais. Hey, quand on y va au niveau des pantalons, bon, ben, à chaque année, on dirait que c'est la pièce d'équipement qui est le plus difficile pour les plus jeunes arbitres, les plus jeunes à trouver. Puis on envoie des vertes puis des pommures, Colin Debin. Oh oui, oui. Puis, dans le fond, c'est le gris foncé, c'est le gris, on dit tout charcoal, Colin Debin. Hey, le pire, c'est que j'ai vu le terme Charbon. Charbon, merci. Hey, écoute, je sais pas pourquoi ça n'a jamais sorti. En tout cas, charbon, mais au-delà du charbon, au-delà de la couleur, les pantalons très serrés, parce qu'oubliez pas, la pad s'en va en dessous de votre pantalon. Combien de fois qu'on voit on dit toujours le 6-pack Oui. sur les jambes. Je pensais que ça allait venir sur le point de mettre la pad par-dessus le pantalon. Je m'en allais justement moi aussi là-dessus. Il faut porter ça en dessous du pantalon, pas par-dessus. En dessous. Puis là, ben, la question, c'est toujours, ben là, Colin, sont chers, ce qu'on voit. Puis, tu sais, 80, 90 piastres, 100 piastres pour des Smithies, des choses comme ça. Puis, moi, ce que j'ai eu en 2017, je voulais apporter ce point-là, c'est tout bonnement comme ça. Visitant l'équipeur, j'ai réussi. Désolé. J'ai réussi à trouver ces pantalons-là, des Denver A's. Flex Tech en 2017 qui était sur
sur un rack, excusez, Un étalage. Hein? Un étalage. Un étalage de rabais. Et puis, regardez, c'était super, là. Puis j'ai regardé la pâte. Et puis, Colin, Debin, ça fitait. Puis honnêtement, c'est la bonne couleur. Ouais, puis un bon truc que j'ai pour savoir si c'est assez ample, là, justement, pour des jambières, extendez votre main comme ça. Vous voyez, je rejoins pas. Ça veut dire que ça va être assez grand pour être pour les jambières. Moi, c'est ça que je fais, entre autres, pour différencier ceux de mes pantalons de marbre versus sur les buts. Sur les buts, je peux pas extensionner ma main au complet. Okay. Parce que sur les buts, on n'a pas besoin nécessairement d'avoir une paire de pantalons qui est aussi ample. Oui, c'est vrai. Parce que, dans le fond, il y a des types marbre, but et combo. Vous n'êtes pas obligé d'avoir nécessairement 2 paires de pantalons. Moi, c'est quelque chose que je fais pour... en tout cas, pour l'apparence, tout ça. Mais quand... On est princesse, nous autres. Ouais, exactement. Mais pour la plupart des gens, si vous avez bien qu'une paire de pantalons, c'est correct, mais il faut au moins qu'elle soit assez grande. Puis utiliser mon truc pour voir si ça peut fitter. Parce que je vais vous montrer là, des pantalons spécialisés, là, des Smithies pour ne pas les nommer, mais voici la largeur d'un pantalon pour le marbre. Que vous voyez, là, c'est pratiquement un pied, là. Puis quand là, tu disais là, étends ta main là, puis il faut pas que ça touche là. Je m'excuse, mais j'atteindrai jamais, puis j'ai des grandes mains. Puis une des choses qui est le fun, c'est que dans le quand vous allez on va aller dans du spécialisé ou quoi, tu sais les Champ Pro, Louisville, et puis Mizuno commence à en faire aussi. Oui, puis Smithy. Ben t'as l'option combo aussi, qui fait en sorte que tu n'es pas obligé de vraiment acheter le spécifique but spécifique. Elle va être moins large que ça. Ça va être un petit peu plus serré pour insérer les jambières, mais ça va être assez grand pour les insérer. Moi, j'ai trouvé que c'était quand même pas super, mais une des choses, puis faites pas comme moi, s'il vous plaît. J'ai une renommée depuis 2-3 ans. Là. Je déchire mes pantalons à rien quasiment. Là. Pensez à pas juste dire, je porte du 34, m'en mettre des 34. Allez-y un niveau plus haut, une pointe plus haute. Un pouce plus large. Un petit peu, oui, parce que la raison, c'est qu'oubliez pas, vous portez des pantalons normaux, 32, 34, 36, 38, whatever, mais vous n'avez pas un jockstrap en dessous, là. Fait que, tu sais, vous n'avez pas votre bobette, votre jockstrap, en plus d'avoir votre chandail à l'intérieur de vos pantalons, plus possiblement la ganse pour retenir. Fait que là, on s'entend, là, on agrandit. Puis prenez pas des tailles ajustées non plus. Non plus, ben oui. C'est important, surtout, lorsque vous vous déplacez sur le terrain, d'avoir une coupe ample sportive, coupe athlétique. Donc, il faut que ça soit ample pour que vous soyez capable de bouger. J'ai des pantalons de but. Ici, vous voyez, là, c'est pas... Il n'y a rien de serré là-dessus. Là. Puis ça, c'est supposé être la plus petite taille. OK? Non, donc, c'est ça, là. C'est ce que vous allez avoir là, sur les arbitres là, au majeur, là, ils ont ça. Ouais. Puis aussi, on se penche. Je veux dire, Colin, on squatte quoi, peut-être 2, 3. Quand vous êtes en position 7, là. Ouais, 200-300 fois, là. Je veux dire, dépendamment du match. On squatte assez longtemps, fait que au fur et à mesure, je vous dirais que souvent quand on fait l'erreur puis on laisse notre ego emporter, votre pantalon vous dit moi je suis plus capable. Et puis ça crée des belles situations assez loufoques. Fait que surtout quand t'as des gens qui sont vraiment humoristique et très très facile du rire derrière vous là. Ouais, c'est surtout quand t'as trop de monde qui reste en arrière du backstop là, juste pour savoir quand est-ce que ça va faire. Vous pogné avec ces deux là en arrière du backstop. On a blondé à plein. Je n'entends pas parler longtemps. Puis tu sais, juste pour finir avec les pantalons, tu sais, tes premières paires là, tu sais, c'était pas la couleur officielle, mais c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que ça se rapproche le plus possible. Si là après ça plus tard vous aspirez à après mettons des championnats provinciaux, des choses comme ça. Là, je pense que ça serait un bon temps d'investir pour. Mais sinon, tant que vous rapprochez de la couleur le plus près possible. Parce que dans le fond, ce qu'on veut, là, c'est que les deux arbitres sur le terrain puissent se matcher le plus possible. Oui. Fait que c'est uniforme. C'est exact. Donc, s'il y en a un qui a un gris pâle, puis l'autre qui a quasiment des pantalons noirs, ben là, c'est là qu'on a un problème. Fait que, il faut juste se rapprocher de la couleur officielle le plus possible. Et le bleu marine, c'est pour le softball. Je veux pas vous voir avec des pantalons bleu marine sur une game de baseball. Nous autres, notre couleur, c'est le gris. Oui, effectivement. Gris charcoal, gris charbon. Ouais. C'est ça notre... Puis
C'était quoi non, la couleur avant le gris? C'est Heather Gray. Heather Gray, ouais. qui est à peu près la même couleur que ton plastron. Là. Ben, c'était un petit peu plus pâle que le gris charcoal qu'on a aujourd'hui. Là. Mais ça tend à disparaître. C'était la couleur officielle de Baseball Ouais, Canada. moi, une première paire de quelques années. pantalons, moi, quand j'ai commencé, c'était du Heather Gray. Puis là, ça transitionne vers... on va vers les jambières. Les jambières, oui. C'est les jambières quand même. Je pense que ceux-là que tu as, Sébastien, c'est pas mal ceux que les gens, les associations ont dans l'ensemble de départ. Ben, c'est sûr que dans les associations vont bien souvent fournir la fameuse Rawlings là, avec c'est quasiment une jambière de receveur rendue là. Ouais. Moi, ce que je vous montre, c'est la première que j'ai achetée quand j'ai commencé. C'est une Champ Pro. Honnêtement, là, j'ai transitionné à la Wilson Pro. Je me rappelle plus, je pense qu'il y a 5 systèmes. Mais honnêtement, je les ai adorées, celles-là. Pour plusieurs points, sont légères. Ça, là, cette plate-là, là, ça vient couvrir un trou. J'ai reçu des balles sur cette plate-là. Ouais. Souvent, j'ai jamais rien senti. Ça a l'air tout petit, ça a l'air vraiment quasiment cheap. C'est juste ça que ça prend. Puis, je vais vous le montrer. Je vous ai apporté celle-là parce que je voulais vous montrer surtout la petite plate qu'il y a en bas. Quand vous commencez, vous avez pas, on va le voir là, plus tard là, avec les souliers de marbre. C'est pas tout le monde qui se permet de s'acheter des souliers de marbre avec un protecteur métatarsien sur le dessus. Donc, ça, là, la petite chose au-dessus comme ça peut vous protéger de bien des blessures sur une fausse balle qui vous arrive directement sur le dessus du pied. Au marbre, je vous conseille, si vous êtes en mesure, puis on va le voir plus avec les chaussures tantôt, de vous procurer une chaussure avec un rembout renforcé. Juste pour s'assurer que ce qui arrive sur les orteils, peut-être si vous faites juste du 13 UB en descendant. Ça peut faire mal pareil. Ça peut faire mal quand même, mais c'est pas si pire, ça peut passer. Si vous montez le moindrement en haut de ça, je vous dirais, essayez de vous trouver quelque chose qui... Mais si vous avez ça, déjà, ça peut vous protéger de quelques balles qui vont vous arriver sur le dessus du pied. Puis quand vous venez à transitionner vers un soulier plus protégé, plus pour le marbre, ça s'enlève. OK? C'est amovible. Donc, je viens d'allumer. Donc, vous... Donc, moi, vous voyez là, à quel point que... Bienvenue, Mathieu. Allô? Hey! Quelle heure? mais non. Vous voyez la différence? Ben, probablement pas, là, parce que la caméra, on est loin, mais la différence d'usure, vous voyez que je m'en suis jamais sorti. Mais non, c'est ça. Puis, honnêtement, la Champ Pro comme ça, c'est super. Mais les Rawlings qui fournissent dans les kits de départ, là, ou les kits que les associations fournissent, c'est bien. Ça, c'est peut-être une pièce d'équipement qu'on peut se permettre de pas mettre autant d'argent. Ou de remettre un peu à plus tard. Oui, c'est ça. D'attendre un petit peu plus tard, de prioriser peut-être un peu moins. Parce que même les bas de gamme vont faire la job. Vont vous protéger de façon très, très, très convenable. Encore là, ça, c'est une autre pièce d'équipement que c'est bon d'avoir serré. Il faut que ça soit une deuxième peau. Lorsque vous avez à courir avec ça, vous ne voulez pas que ça se ballotte d'un bord puis de l'autre parce que vous êtes en train de les réajuster à tout bout de champ. Donc, vous ne voulez pas avoir à penser à ça. Honnêtement, je vous dirais celle-là, là, si vous voulez, je ne me rappelle pas du modèle exactement, mais vous pouvez le voir. Quand que je l'avais sur moi, j'y pensais plus. Je l'avais plus. Mais encore là, c'est une pièce d'équipement que tu peux quasiment aller même chez Sport Opus. Puis c'est pas grave que c'est usé puis ça a des graphings partout. Là. T'y vois pas, t'entends de tout. Ouais, donc, exact. Puis à moins que t'aies des pantalons trop serrés. Ben, c'est ça. Puis Seb, là, tu disais que même le plus bas de gamme va faire l'affaire. Fait que pourquoi que ça vaudrait la peine d'investir pour aller, mettons, faire le plus haut de gamme vers les jambières? Mais là, à ce moment-là, c'est probablement plus pour plus de protection sur les côtés. Parce que honnêtement, une balle, ça peut arriver de n'importe quelle façon. On peut toujours être surpris. On essaie de réduire le plus possible les possibilités qu'une balle vienne nous frapper. On essaie de réduire les probabilités. Mais ça reste une chance qu'une balle nous arrive de côté ou d'en dessous. C'est pas, les probabilités sont pas à zéro.
Donc, une jambière de plus haut, puis malheureusement, j'ai pas amené mes jambières Wilson. Mais il y a vraiment des pads de chaque côté, c'est beaucoup plus rembourré. Le rembourrage là, est vraiment beaucoup plus épais. C'est là l'important. Donc, lorsque la balle vient à une vélocité beaucoup plus grande, tu sens carrément plus. Écoute, j'ai commencé mon junior élite, puis j'avais des pads de catcher, un peu dans le style que tu viens de montrer. Et il y a je pense que c'est la Nordstick, man, il y a 3 ans en plus. J'ai reçu la balle sur le tibia et je jurais que mon tibia était cassé. Ah ouais, hein? C'était comme tellement là que quand elle a rentré, puis j'ai comme fait mon Dieu, c'est cassé. Puis je me suis rendu compte après ça, ma patte était fendue. Hey. Non. Ma pad avait fendu. Ça me fait penser... J'étais comme, OK, bon, ben c'est le temps de changer. Ça me fait penser à Matt Stark il nous avait montré, il avait reçu une balle dans la fourche, puis sa coquille avait cassé. Ah, mon Elle avait mon éclaté. Imagine à quel point que ça... Ah, c'est... Imagine s'il n'avait pas. Ouais. Là, c'est là que tu te dis... c'est autre chose qui aurait cassé. Je pense que sa famille est déjà faite, mais en tout cas... Mais non, effectivement, comme tu dis, puis... C'est ça, juste de pas avoir à se soucier de ça. Ouais. Tu sais, c'est-à-dire... quand on arbitre dans des niveaux un petit peu plus bas, je dirais 18 U en descendant. 18 U en descendant, OK? La balle, elle arrive pas encore suffisamment vite. Elle arrive vite, elle arrive fort. Ouais. Il y a des bons lanceurs dans le 18 UA, on va s'entendre. Ouais. Puis ils peuvent lancer des bonnes rapides. Ouais. Mais je pense que la jambière que je vous ai montrée est en mesure de faire l'affaire. Ouais. Quand on tombe dans du 85, 90, ouais. 95 000 à l'heure, on n'en a pas. Je pense qu'on nous autres au Québec, je connais pas, à part peut-être dans le senior, là, je connais pas de lanceurs qui lancent du 95 000. Mais rendu là puis que vous avez une phare type là, directement sur le tibia, là, tu veux avoir bon. Mais c'est ça, là on parle 17 U3A, junior élite. Là, on parle vraiment des niveaux beaucoup plus élevés. Donc, ça resserre le nombre d'arbitres qui ont besoin de se procurer un tel type d'équipement. Fait que bas noir aussi, en passant, je fais un segue rapidement. Bas noir, on n'est pas Michael Jackson, donc c'est pas des bas blancs. Hein? Moi personnellement, je porte carrément des bas de soccer. Ouais. Puis qui sont serrés, donc ils servent aussi de bas de compression en même temps. Ben, pas donc, juste ça permet la circulation. Ça protège ça protège les tibias de la sueur sur tes pads. Exact. Pour contre, vous autres, le port du vêtement de base, qu'on dirait une combine lorsqu'on est au marbre. Moi, je l'ai jamais essayé. Je sais que pour bien des gens, il y a bien du monde qui jure rien que de ça. Ouais, ok. Moi, c'est par la friction des fois, juste pour l'équipe. Moi, j'ai jamais eu de problème de ce niveau-là. Mais je sais qu'il y en a beaucoup que oui. Fait, je pense que ça va aussi avec ton type de peau, le niveau de sueur que tu produis, puis aussi le type d'équipement que tu as aussi sur toi. Là. Moi, je me rappelle que mes premières jambières, c'était comme plus en cuir, fait que ça avait plus à avoir la friction. Fait que peut-être que là, oui. Mais même là, j'ai jamais vraiment eu de problème avec ça. Fait que c'est pour ça que moi, j'en mets pas. Là. C'est sûr qu'avec un bas comme ça, qui monte jusqu'au genou, ça aide. Parce que là, t'as juste la partie du genou qui frotte avec tes jambières, le reste est couvert. Mais si vous avez juste des petits bas comme normal comme ça, mais oui, non, moi, je le mets. Au départ, j'étais sceptique. Je le mettais juste au marbre. Et puis. Tu le mets tout le temps. Hein? Là, Star, tout le temps. Ma copine, que je salue. Salut Geneviève. Salut mon amour. On verra si dans 10 ans, en réécoutant, si vous êtes encore. Oui. Écoute, tu sais, elle met autant sur les buts que qu'au marbre. Puis. Puis elle m'a fait découvrir ça à un moment donné. J'ai fait comme, je vais l'essayer. Tu sais. Puis depuis ce temps-là, j'ai pas regardé en arrière. Ça garde encore la. C'est un peu le même effet qu'un undershirt. Exactement. C'est un undershirt pour tes jambes. Tantôt, mais l'undershirt, mais c'est comme... Ouais. Undershirt noir ou bleu marin. On va juste le mentionner comme ça tout de suite. Fait que, tu vois, on se voit avec ton fini avec les souliers. Ben, dans le fond, ça, c'est vraiment un type de soulier exprès pour l'arbitrage derrière le marbre. Pourquoi? Premièrement, on a des capes d'acier au bout des orteils, fait que ça va nous protéger justement. Tu mentionnais les fausses balles, les fall tips. Ça va protéger de là. On a
tu avais le bon terme en Le français. protecteur métatarsien. Et voilà, au-dessus du restant du pied. Donc, on est protégé des orteils, mais aussi au-dessus du pied. Honnêtement, là, c'est numéro 1 niveau protection. Puis ça, c'est de marque New Balance. Il n'y a pas juste New Balance qui en font. Je dirais que New Balance, c'est probablement ceux qui sont le plus accessible, le plus disponible là, pour n'importe qui veut même aller en magasin. C'est souvent eux qu'on va retrouver en succursale. Sinon, au niveau entretien, ça va vraiment bien. À chaque match, là, nous, on le fait parce qu'on prend ça à cœur puis on est passionné de ça, mais même si vous feriez ça une fois par semaine ou par 2 semaines ou même par mois, c'est super facile. Tu prends une brosse, puis la plaque si s'enlève. Puis même moi, ce que je fais là, quand je veux faire, excusez-moi le terme, mais un deep cleaning, je remplis une chaudière avec du savon puis je tombe ça direct dedans. Ah oui, à ce point-là. Puis je la brosse, puis honnêtement, je laisse peut-être une journée, mettons qu'il fait soleil au soleil là, pour sécher, puis ça l'abîme pas. Mais honnêtement, moi je l'ai fait avant notre programme, avant notre stage la semaine passée. Tu sais, deep clean, mes lacets, j'enlève les lacets, deep clean, parce que on se le cachera pas, il y a la mèche ici, là. Écoute, avec le sable là-dedans, là, à moins de vraiment frotter, là, tu sais. Parce que, de toute façon, c'est sûr que parfois, bon, on n'a pas toujours le temps de faire du gros deep clean. Non, c'est ça. Donc, amène le produit quasi... magique. Ben, pas juste magique, mais tu sais, que chaque arbitre vont toujours utiliser. Puis ça serait le fun d'avoir une commandite, mais en tout cas. Quasiment. Si vous écoutez. Comment t'avais appelé? T'as sorti un bon thème tantôt. Les bulles récurrentes. Les bulles récurrentes. Les scrubbing bubbles. Ah oui, ok, c'est ça. Hey, écoute, les premiers temps que j'ai vu ça, c'était un classique. On s'entend, c'est pour nettoyer des fours. Classique. Ben, pas long. La salle de bain aussi. Salle de bain, oui, ouais. Ça fait un job. Quand t'as besoin de... Ouais, c'est du comète, là. Crème, je voyais ça, les gars sortir le scrubbing bubble. J'étais comme, qu'est-ce qu'ils font là? C'est parce que ça fait une job vraiment impeccable. Puis ça abîme pas le matériel. Non. Ben, tu vois, ça, il y a certaines personnes qui ont des opinions différentes par rapport à ça. Fait que c'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui vont utiliser du scrubbing bubble, d'autres que non, parce que les autres ils ont peur que ça abîme un peu la surface. Fait qu'il y a d'autres produits dans le même style qui ont un peu moins de produits qui vont bien nettoyer aussi, mais c'est bien répandu là, dans le monde de l'arbitrage au Québec en tout cas. Que le scrubbing bubble, c'est un des produits des plus populaires. Plus loin, je sais pas, moi, quand je fais le championnat de 13U là, à Windsor, là, tout le monde avait ça. Tout le monde avait ça, là. Puis on parle, tu sais, on avait du monde de l'Alberta, la BC, tout ça. Le 15 aussi. Tout le monde avait ça. Des gars de l'Alberta, BC, ils ont un scrubbing bubble. C'est répandu comme technique. Moi, je passe la journée que quelqu'un m'arrive avec un easy off, ses souliers, c'est là, je pense que je débarque. Fait que ce qui est important pour les souliers, c'est que là, tu sais, là, j'ai investi sur des souliers. Si vous n'avez pas, mettons, vous êtes dans vos premières saisons d'arbitrage, vous pouvez utiliser n'importe quel type de soulier tant aussi longtemps que c'est noir, qu'il n'y ait pas de marque ça super flashy avec des stripes jaunes puis des choses comme ça. Non, c'est ça. C'est sûr qu'il y a des souliers plus comme des running shoes. Vous êtes plus apte à vous exposer à des blessures. Fait que c'est pour ça que moi j'ai pas pris de chance, j'ai été tout de suite avec ça. Mais sinon, tu sais, n'importe quelle paire de souliers va faire la job, ça reste des souliers. La seule affaire aussi qu'il faut pas oublier, c'est que, surtout pour les catégories là, que c'est interdit, ne pas avoir des crampons en métal, justement. Fait que c'est juste ça. Fait que moi, je le recommande pas en tout temps, des crampons. Mais bon, je comprends qu'il y a des fois des joueurs qui arbitrent puis qui se disent, ben, tu sais, je vais utiliser mes souliers d'arbitre pour arbitrer. C'est correct. C'est correct, quoi. Tant aussi longtemps que la catégorie le permet. Tu sais, mettons un joueur Bantam qui, lui, il joue Bantam, puis, excusez, je suis encore dans les... J'étais un vieux old school. Quelqu'un qui joue 15U, qui a le droit au crampon métal, qui s'en va arbitrer du 11U, mais techniquement, dans 11U, c'est pas permis, donc il pourrait pas utiliser ces souliers-là pour arbitrer du 11U. Fait que c'est juste ça qu'il faut se rappeler. Là, on parle du soulier derrière le marbre, il y en a aussi qui sont faits pour les buts. New Balance en fond. Oui. Sébastien en a, justement, qui peut nous le montrer. Ben, c'est ça. Ça reste quand même des souliers qui sont spécialisés, donc qui sont faits
principalement pour le baseball, on vous demande pas d'acheter des choses comme ça, mais si vous voulez aller dans quelque chose de confortable qui est fait vraiment spécialement pour arbitrer au baseball, honnêtement, New Balance font, d'après moi, la meilleure gamme de produits. Je sais que Mizuno, maintenant, aussi perçoit un peu en Amérique du Nord. Je pense que toi, moi, c'est mes plate shoes, c'est des Mizuno. Ben, tu sais, comme ceux-là, j'ai le même style pour les buts, puis je les utilise quand on arbitre au foot. Oui, en effet. Honnêtement, moi, j'aime bien ça. Football, baseball, but, c'est pas mal transférable. Les deux sont très, très dans la même gamme. Il y en a d'autres, là, Marc aussi, là, je pense que, si je me trompe pas, Chempro aussi en fait un peu. Ouais. On a aussi Smithy qui en fait, mais je pense que c'est pas fameux. La qualité n'est pas incroyable. Non. Mais donc, encore là, je veux dire, des souliers comme ça, tu sais, encore là, on le mentionne, pas besoin d'être super haut de gamme non plus en partant. Mes premières étaient des Walmart. Les capes d'acier, dans le fond, au moins. Oui, encore là, ça. oui. Des petits souliers, capes d'acier, tu pognes ça chez Walmart, puis... C'est une botte en cuir, des fois, juste avec que le bout soit renforcé. Là, exactement, puis même là, après, quand j'ai passé mes capes d'acier Walmart, j'étais allé du 3N2. Oui. Les 3N2, honnêtement, de base, très bons souliers de base. Seule chose que j'ai pas aimé du 3N2, c'est que quand on est rendu à notre niveau, puis le nombre de parties qu'on fait, puis les déplacements qu'on fait, et mon Dieu, malheureusement, ils n'ont pas t'offert un. Ils s'usent très, très rapidement. Mais au départ, pour de la catégorie de base, puis quelqu'un qui fait du local ou du régional, je trouve que ça fait un job, ça fait bien un job. C'est pas, tu sais, ça brisera pas la banque, comme qu'on dit. Non, bon, exact. Deux choses bien importantes, moi, que je tiens à me faire remarquer, c'est que vous allez passer beaucoup de temps debout dans ces souliers-là. Je vous recommande de changer la semelle. Oui, d'avoir une bonne semelle de soutien, puis de vous assurer. Parce que la semelle qui vient d'office dedans est correcte, là, elle fait la job. Mais après une saison, si vous en servez le moindrement beaucoup, elle sera plus bonne. Puis vous allez vous en sentir. Puis vous voulez que ce soit des pantoufles, ces souliers-là. C'est vraiment des souliers que vous devez être très, très, très confortable. Deuxième chose, pour ce qui est de l'entretien, traînez-vous une petite brosse avec vous dans votre sac, ou puis un chiffon. Moi, j'ai toujours un chiffon J. Donc, après le match, enlevez déjà le plus gros, un peu d'eau, n'importe quoi. Puis j'ai deux modèles de brosses ici. Ça, c'est peut-être un peu overkill. Moi, c'est quand je me sers pour mon deep clean là, chez nous. C'est vraiment une brosse qui sert quasiment à ça. Quand je l'ai acheté au Canadian Tire, ça disait là, c'était pour nettoyer des souliers de football. OK? C'est vraiment là pour nettoyer des crampons. Là. Donc, ça va faire le job. Il y a un petit bout qui est un peu moins dur. Puis le reste, c'est vraiment de la grosse affaire. Si vous voulez avoir quelque chose juste pour enlever la terre à la fin d'un match, ça, là, j'ai pogné ça, je pense au Dollarama ou dans une pharmacie. C'est 5$. C'est une brosse pour récurer la vaisselle, OK? Vous pouvez ça... Moi, je pensais que tu m'en allais me faire la barbe. C'est pas un blaireau, là. Mais c'est suffisant. Puis faites juste enlever le plus gros, enlever la terre. Puis vous allez voir, c'est bien en masse, mais faites-le à la fin de chaque match. Ça va vous empêcher d'avoir à faire un nettoyage en profondeur à chaque fois. Fait qu'il nous reste honnêtement juste les petits accessoires. Là, faut pas les oublier. Ouais. Non. Indicateur, balai tu l'as croisé. T'as un indicateur. Tiens, indicateur, je pense que qu'est-ce qui est important, c'est que qu'on appelle pas ça un claqueur. Mais il n'y a pas de standard. Allez-y avec quelque chose que vous êtes à l'aise avec, que vous êtes capable de bien... plastique, bois. Ouais, il y en a qui en métal, comme vous voulez. Là. Dans le kit, dans l'ensemble de départ, souvent c'est un en plastique. L'essentiel, c'est de savoir... Quand on le regarde, OK, où sont mes balles, où sont mes prises, où sont les retraits. Il y en a que c'est à 3 roulettes, il y en a que c'est à 4. Donc, comme celui-ci, habituellement, on va avoir, je sais pas si on peut le voir, mais on va avoir habituellement les prises ici puis les balles là. Mais sur celui-ci, il est
genre à l'envers, là. Fait que j'ai les balles et les prises. Fait que c'est bien de s'assurer de regarder votre indicateur avant de commencer à l'utiliser. Puis aussi, un petit truc, écoutez une game de baseball avec votre indicateur, puis essayer de le faire sans regarder. Faut que ça devienne une habitude. Faut que ça devienne quelque chose que tu y penses plus. Tu sais, prise, 2 balles, retrait. C'est ça, parce que ce qu'on veut pas, c'est que vous êtes derrière la merde, puis là, balle, OK. Puis là, tu sais, on veut pas ça, tu sais. Ou même des fois, le monde va carrément se pencher avant d'appeler. Faut rester les yeux dans les airs. Là. Oui, la tête haute, regarde, parce qu'il faut pas... Le temps que tu regardes ton indicateur, c'est le temps que tu regardes pas le jeu, puis que tu manques les choses importantes. Ça démontre une espèce de manque de confiance aussi, je trouve. Oui. Fait que je pense que c'est un très bon truc qu'on donne tout le temps. Là. On s'échappe, Mais regardez une game, puis juste à la télé, dans le salon, puis boum, 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 là, suivez les lancers comme ça. À un moment donné, vous allez voir, ça devient ce qu'on dit en anglais, second nature. Oui, une deuxième nature, effectivement. Puis au pire, tu la regardes aux trois pitchs. Tu sais, souvent, en tout cas, d'informations, je sais pas pour vous autres, moi, c'est ce que je donne comme truc. C'est au troisième lancé, donner le compte. Et puis, donc, si on a une automatisme de dire je vais le donner au troisième, ben là, c'est le temps de dire OK, attends une minute, je vais valider. Ah, OK, j'ai bien 1-1. Ben, 1-1 après 3 lancés. Non, là, mais, tu sais, 2-1, bon, ben, parfait, là. Tu sais, je l'ai regardé à ce moment-là, puis ainsi de suite. Quelque chose à pas oublier au moment qu'on pratique avec le clicker, c'est pas juste de savoir d'avoir bien cliqué une balle ou une prise, c'est d'être sûr de pas faire un double clic. Oui. Fait que là, tu sais, ça peut arriver, ça. Fait que là, tu sais, mettons qu'on se voit après trop lancer, t'es à 2-2, il y a quelque chose qui marche pas, là. Fait que assurez-vous de bien connaître votre clicker pour voir c'est où la limite. Puis le compte qui est dans votre main, c'est le compte officiel. Il n'y en a pas d'autre que celui-là, mais gardez-le dans votre tête aussi. Donc, si, justement, comme Fils le dit, t'es là de même, tu sais que, OK, ben, j'étais à 1-1 parce que je l'ai suivi, puis boum, 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 me rends compte, oh, j'ai 3-1, non. C'est comme, j'ai fait un double clic, ils vont remettre à 2-1. Mais, fait que c'est juste de continuer à le compter dans notre tête. Ça c'est vraiment un aide pour vous rappeler c'est quoi le compte. Puis c'est l'arbitre du marbre, s'il vous plaît. Sur les buts, là, je veux pas le voir. Honnêtement, s'il vous plaît. Là, ça a juste pas sa place. C'est vraiment pas. C'est acceptable au softball, il y en a d'autres qui supposément mais au baseball, non. Non. Je veux dire, vous avez pas. Puis il y a beaucoup de joueurs, bien souvent le premier but ou un coureur au premier but, ils se retournent, tu regardes l'arbitre au premier, puis ils disent c'est quoi le compte, Lou? Je voudrais bien suivre, mais c'est pas ma job, puis j'ai pas juste ça à faire, suivre le compte. OK, oui. Techniquement, tu devrais. Parfois, ça peut être un bon temps aussi ça t'assure de rester dans la partie, mais des fois, il y a certaines situations que, comme tu l'as dit, il y a autre chose qui a priorité à garder le compte. Là, il y a de quoi qui est arrivé. Fait que, à la limite, c'est une bonne communication. On en parlera plus tard. Puis là, une belle communication. T'as le nombre de présence, beaucoup de fausses balles. Est-ce que c'est 2-2, 3-2? Je me souviens plus, j'ai aucune idée. 5-2. C'est probablement 2 prises, mais le nombre de balles, je sais. 7-2? Je sais pas, moi j'étais parti là. Puis une des choses qui est super intéressante, puis c'est Sébastien qui avait commencé ça, c'est de prendre un petit pot. C'est un Tupperware. Magasin une pièce là. Qui fait oui. Vous mettez tout ça là-dedans, là, comme ça vous êtes sûr que votre indicateur, tout est bien organisé comme ça. Le chronomètre qu'on va voir plus tard, tous les petits accessoires, les crayons, ça, mettez-vous ça tout au même endroit, comme ça vous ne cherchez pas dans votre poche, c'est cool. Ils sont tous au même endroit. Gardez ça dans un petit contenant comme ça, c'est juste parfait. Balai. Brosse à marde. Ouais. Bon, la Franklin, honnêtement, c'est top notch. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose de mieux que ça. La Rawlings qui se donne en plastique dans le kit de départ fait très bien le travail aussi. Oui. Mais honnêtement, elle s'use très vite aussi. Mais ça aussi, là, honnêtement, au bout de 3, 4, 5 saisons, là, vous allez voir, les brosses vont avoir la moitié de la longueur. Mais il y en a, je pense que c'était Hunter Windelstead en 2014 lors de la série mondiale qu'il avait faite. Il gardait son vieil sa vieille brosse. Mon Dieu! Puis il s'est dit, je l'ai gardé depuis que j'ai commencé. Les bras s'étaient rendus là. Il a dit,
je voulais me rendre à avoir une série mondiale pour pouvoir le remplacer. Le mettre en retraite. Aïe. Fait que là, il s'est rendu là, puis il dit bon, ben, c'est correct. Je suis similaire à lui. J'ai pas fait de série mondiale, mais moi aussi, quand c'est le temps de changer une brosse, c'est que je me arrache jusqu'au bout. Ben, moi, c'est ma deuxième comme ça, parce qu'à un moment donné, les brosses, Moi, je continue pareil. finissent par courber vers l'extérieur, là. Mais ouais, honnêtement... on est rendu en 2025, c'est quand est-ce le bouton vacuum. Tu sais, en arrière, comme ça, ben, comme arbitre, on a qu'à faire poum, puis tu sais, un petit... Ben, il y a aussi le fait qu'on... Tu sais, comme un petit jet d'air, là, qui pourrait faire... Mais non! ok, je peux-tu rêver? C'est beau rêver. ça travaille surtout sur les terrains naturels. De plus en plus, il y a des terrains synthétiques, puis là, on n'en a plus besoin de ça. Fait que... Tu dis ça? Ouais, ben ouais, avec il y a des des palettes noires, là. palettes noires, puis ça ouais, dépend quel terrain. Écoute, tu sais, c'est Canac. Souvent, les gens qui entretiennent Canac puis qui mettent les palettes, ils en mettent tellement, mais tellement au marbre, là, autour du marbre, là, que... Écoute, à un moment donné, tu regardes ça puis tu fais comme écoute, j'ai pas le choix, sors le balai puis tu l'enlèves, là, tu sais, parce que j'étais comme mon Dieu. Malheureusement, on n'a pas le luxe d'avoir les terrains synthétiques en Outaouais, mais Ville de Gatineau, si vous nous écoutez, on peut s'arranger. Espérons-le. On sera pas tout seul. Mais non, c'est sûr que ça serait génial, là, mais je pense pas qu'on va avoir ça bientôt non plus. Là. Non. Pas d'alignement, pas obligatoire, c'est vraiment un accessoire, c'est good to have. Mais honnêtement, si vous en avez un, même quelque chose pour être en mesure de pouvoir écrire. Ben, c'est surtout pour les catégories qui nécessitent de faire la prise de changement. Je parle surtout du double lettre en montant. Là. C'est très bien d'avoir ça parce que les avoir lousses dans votre dans la petite pochette sur votre polo, là vous en avez deux, fait que là c'est tout le temps de faire comme c'est lequel, puis là il se plie tout, puis c'est ça. Moi c'est vraiment je mets mes deux alignements là en fonction de quelle branche. Quand je l'ouvre, j'ai mes visteurs là, j'ai mes locaux là. C'est toujours le même, je me pose pas de questions, ils sont toujours déplacés. À la limite, non, mais de toute façon, à la limite, même si j'ai pas peut-être le petit pad ou le petit carton ou quoi que ce soit, au moins quand vous prenez les alignements, c'est pour ça qu'on stresse, puis qu'on met l'emphase, un stress. L'emphase là-dessus, c'est même dans la petite catégorie de simple lettres, qu'on n'a pas besoin de prendre les changements, ben il y a 4 copies. T'sais, une qui s'en va au marqueur, une qui s'en va de l'autre bord à l'adverse, une qui reste avec l'équipe. La quatrième, gardez-la. Parce que vous savez. C'est la version officielle. C'est ça. Puis c'est pas juste ça. C'est celle que c'est là où. C'est l'alignement officiel. Ouais, sauf que c'est là où s'il arrive quelque chose sur le terrain, ben vous n'avez pas à courir après un morceau de papier. Puis ben là, il faut que je prenne ça en. Non. Vous l'avez, là. Vous avez votre crayon, vous avez l'alignement. Puis si malheureusement une expulsion, ben au moins vous avez l'alignement, puis vous savez qui vous avez expulsé. Puis tout ça. C'est pas juste une expulsion, mais tu sais, il y a bien du monde qui dit vu qu'il n'y a pas de changement, ben je vais les mettre dans mes poches puis je le regarde plus. OK, mais tu sais, ça se pourrait qu'il y ait un frappeur qui arrive hors séquence. Ouais. Ça, c'est vous autres qui devez regarder l'alignement. Fait que vous en avez un. Fait que... Même dans l'équité de jeu, ça peut arriver. Il faut que vous ayez votre alignement, donc gardez-le. Ouais, moi, rapidement, pour le stylo, vous pouvez prendre n'importe quelle couleur que vous voulez. Moi, personnellement, je le prends en rouge. Pour une raison fort simple, c'est que c'est une couleur qu'il n'y a aucun entraîneur qui se sert. Puis quand vous prenez des notes, vous savez que c'est vous qui l'avez écrite. OK? Donc, vous êtes certain que c'est votre écriture à vous. OK? Donc, si vous avez à faire des changements ou quoi que ce soit, pouf. Puis là, vous présentez ça au coach. Vous dites, regarde, c'est ton changement, c'est moi qui l'ai écrit, ils n'avaient pas le choix. Je suis le seul à avoir un stylo rouge sur le terrain. Assurez-vous d'avoir une couleur. Ça peut être du violet, si vous voulez. N'importe quoi qui est vert, des fois. Quelque chose qui vert, ça dépend, parce qu'oublie pas que tu as une copie vert. Hein? Ah, c'est un très bon point. Mais, tu sais, je veux dire, habituellement, rouge, vous vous trompez pas, vous êtes. Non, c'est ça. Même sur le rose, même sur la copie rose, le rouge, ça ressort beaucoup plus que rien d'autre. Et dernière chose. Oui. Chronomètre. Oui. Important. Pour vous, les gars, c'est but. Vous devez toujours avoir ça, c'est une règle qui est toujours mal appliquée année après année, qu'on met l'emphase à chaque fois, à chaque début de saison. C'est la fameuse règle du 60 secondes. On y reviendra là-dessus sur l'application. On ne passera pas de temps là-dessus aujourd'hui, mais
commencez pas à compter ça dans votre tête puis vous dire, hey, ça fait peut-être 60 secondes pendant que vous êtes en train de jaser avec votre partner, quand vous n'êtes pas supposé jaser avec votre partner. Exactement. Ça, c'est la seule chose qui va vous prouver que vous avez passé 60 secondes. Vous devez avoir votre chronomètre dans les poches. Seulement l'arbitre sur les vues, Seb? Ouais. Que je pense pas que l'arbitre au marbre a besoin de ça. Puis surtout qu'il se fie sur le gars ses buts pour pouvoir compter. Nous autres, au Junior Elite, on a aussi besoin de ça pour compter les visites au monticule des 30 secondes. Puis si je me trompe pas, maintenant dans la LBO, ils veulent implanter ça. LBO, oui. Ils l'ont, si je me souviens, on l'a recommandé à justement la Ligue de baseball d'Outaouais. Et puis, je me semble qu'ils l'ont utilisé l'année passée. J'ai pas eu d'écho. Donc, c'est une autre raison pour laquelle on doit avoir... Ça fait accélérer le jeu. On entend trop souvent là, les gens dire, ben là, c'est ça, j'ai fait 4 manches, j'ai fait 3,5, j'ai fait 5,5, puis ainsi de suite. Tandis qu'avec... C'est une des raisons pour faire accélérer, là... C'est... La seule emphase que je pense qu'il est important, c'est que le chronomètre sert à justement à chronométrer le temps pour ce genre d'occasion-là. Mais c'est pas un outil pour garder le temps sur, mettons, l'heure. Parce que ça c'est le travail de l'autre officiel qui était avec nous, c'est le marqueur. On parle souvent de la troisième équipe sur le terrain, c'est qui? C'est pas juste les arbitres, c'est le marqueur aussi. Oui. Fait que ça, c'est le rôle et responsabilité du marqueur et non des arbitres. Oui. Puis je dirais pas que c'est une chasse gardée, mais les marqueurs aiment ça, avoir cette responsabilité-là, puis ils le font habituellement de façon très, très, très rigoureuse. Ouais. Puis on les remercie de le faire parce que, honnêtement, si on avait à s'occuper de ça aussi, ça serait... c'est pas juste ça, c'est que en tant qu'arbitre, on s'entend, là, on a tellement de choses à s'occuper d'eux qu'il y ait quelqu'un d'autre dans notre équipe qui puisse s'occuper de certaines affaires comme ça. Moi, je suis tout le temps all-in pour responsabiliser les autres, puis justement leur faire confiance qu'ils vont faire c'est un travail d'équipe. Là, fait que ça passe au travers l'équipement, les gars. Fait que je pense que le message, vraiment, en tout cas, le message qu'on essaie de passer, c'est faut pas que ça brise la banque non plus. Il y a des options qui sont disponibles, les prêts d'équipement. Des fois, il y a des arbitres qui échangent leur équipement, donc c'est peut-être le moment pour passer au suivant. Oui. Il y a beaucoup d'arbitres qui justement disent hey, j'ai telle chose à vendre, telle chose à donner parce que je m'en sers plus. Allez voir ces arbitres-là. Oui, puis au niveau habillement, pantalon, il n'y a rien qui vous empêche de faire Village des valeurs, Winners, aller voir l'équipeur. De bonne qualité. C'est là, l'équipeur, n'importe quel magasin. Colin Bin, vous allez, je suis sûr, trouver quelque chose qui vous fait, qui va être idéal pour vous là-dessus. Tu sais, le restant, c'est sûr que le polo, la casquette, pas le choix d'aller, soit pour nous en Outaouais, aller chez Max Sport ou Baseball Town. Pour les gens qui nous écoutent à l'extérieur, comme tu mentionnais, la boutique. L'uniforme Baseball Québec, vous n'avez pas le choix. Ça, c'est des choses qui sont requises, qui sont obligatoires. Ouais. Donc, vous êtes obligé de vous fournir ça des fournisseurs aériens ou de Baseball Québec eux-mêmes. Le reste, ça vous regarde. C'est à vous de... Puis d'ailleurs, je demande à vous de pouvoir mettre ça dans nos commentaires si vous avez des idées ou des endroits où que vous connaissez, vous, que vous êtes en mesure de pouvoir aller chercher votre uniforme, votre matériel. Dites-nous ça dans nos commentaires, puis ça va peut-être pouvoir aider d'autres arbitres qui regardent le podcast. Puis peut-être qu'on en reviendra aussi par rapport à ça. On dit hey, oui, très bonne suggestion d'endroits à aller visiter. Peut-être qu'on a certainement oublié certaines choses. Puis aussi, j'en reviens encore à notre propos qu'on avait dit au début de l'épisode. En région éloignée, les personnes qui sont dans les régions, avez-vous, des magasins que vous allez voir bien souvent pour aller chercher ça? Partagez-nous ça dans les commentaires. N'oubliez pas, surtout, de mettre un pouce en haut, like and subscribe, comme on dit en anglais. Ouais, donc, souscrivez à notre podcast, au Baseball Québec Outaouais. Et puis, on va être... surtout, cochez la notification, comme ça, vous ne manquerez aucun autre nouvel épisode. Vous allez le savoir avant tout le monde. Mais habituellement,
c'est à 3 heures l'après-midi. Ça va dépendre du jour, vous allez savoir. On n'a pas de date. On essaie d'être standard, d'être fixe, mais là, fait en sorte que. On a des vies. On est occupé avec aussi la saison approche aussi. Fait que ça va être plus. On va essayer d'avoir quelque chose de plus constant, mais on fait quand on peut. Et mon Dieu, la Nordic s'en vient bientôt. Le junior élite qui dans le fond qui commence. On a les formations théoriques, les formations qui ont déjà commencé. C'est non, ça s'en vient. On va commencer à rentrer dans le vif du sujet, puis on a hâte. Le mois de mai s'en vient. Puis quand le mois de mai s'en vient, ça veut dire que le baseball s'en vient aussi. Ça sent les ratés. Parlant de retour, parlant de tout. On wrap up avec notre épisode. On revient avec la question de la semaine. En fait, la question d'il y a 2 semaines. Oui, effectivement. Je reviens sur la question. Donc, coureur au premier et deuxième but avec un compte de 3-1 au frappeur. Le lanceur commet une feinte irrégulière pour ne pas avoir effectué de pause. Il complète toutefois son lancer. Et celui-ci est une balle. Que doit faire l'arbitre? Nous, on avait 2 options. C'est d'appliquer la pénalité pour la feinte irrégulière en avançant les coureurs d'un but et en gardant le frappeur avec un compte de 3-1, ou d'accorder un but sur balle et les coureurs étaient forcés. Les gars, c'était quoi que vous avez? C'est un C2. C'est un C3? C'est un C2. C'est un C2 ou c'est un C3? C'est un C2. Ça, il n'y a pas dit C1, C3, là. Non, tu t'as pas écouté il y a 2 semaines. Non, ça... Il y a un moment qui écoute. Allô? C'est bon, je vais te laisser répondre parce que j'aurais des questions pour toi parce que je pense que ça pourrait en surprendre plus qu'un la bonne réponse. La bonne réponse, c'est l'option B. Donc, on accorde le but sur balle au frappeur et on avance et les coureurs sont forcés d'avancer. Ouais. Est-ce que tu voulais commenter là-dessus? Là, c'est sûr qu'il y a du monde là, qui regarde, qui sont comme, voyons donc, c'est quoi ça, cette affaire-là? Mm-hmm. Parce que nous, on s'est toujours fait dire, quand une feinte est régulière, le lancer compte pas, puis les coureurs avancent. Fait que pourquoi que là, on donne le premier but au frappeur? C'est quoi ça? Juste la façon que tu l'as mentionné, c'est là le mythe. Oui, c'est ça. Il est là le mythe. Voilà. C'est pas vrai que lorsque la feinte irrégulière était appelée ou le balk, que la balle lancée est plus bonne. C'est pas vrai. Elle est très bonne. C'est pour ça qu'on dit toujours que c'est une balle morte à retardement. Fait que c'est là le retard. Le retard fait en sorte que attends une minute, là, qu'est-ce qui s'est passé? Puis dans ce cas-ci, il y a de quoi qui s'est passé? Mm-hmm. Et voilà. Puis je vous amène directement à l'article 6.02a, la section pénalité, parce que là, on a les 13 points, les 13 façons pour un lanceur de pouvoir commettre une feinte irrégulière. Mais à la toute fin, vous avez la pénalité pour tout ça, qui est la pénalité de la feinte irrégulière. Et je vais vous la lire textuellement. Donc, la balle est morte. Et chaque coureur devra avancer d'un but sans risque d'être retiré, à moins que le frappeur n'atteigne le premier but suite à un coup sûr, une erreur, un but sur balle, pour avoir été touché par le lancer ou pour toute autre raison, et que tous les coureurs n'aient avancé d'au moins un but, ou, dans un tel cas, le jeu se poursuivra sans référence à la feinte irrégulière. Donc, dans ce cas-ci, si le lanceur poursuit son lancer après l'appel de la feinte irrégulière, on doit laisser le jeu se poursuivre. Donc, et la balle est morte. Puis là, il y a toute une section complète par rapport à ça dans les interprétations de Baseball Canada à la fin. C'est quand on appelle le temps d'arrêt sur une feinte irrégulière. Et dans ce cas-ci, c'est quand que la balle rentre dans la mythe du receveur. Le gant du receveur. Toutefois, une fois que ça s'est fait, on a le frappeur a un but sur balle. Et ce faisant, en avançant, il fait avancer les autres coureurs. Donc, on a les deux conditions qui sont remplies. Le frappeur-coureur a atteint le premier but. Et tous les coureurs qui sont sur les buts au moment de la feinte irrégulière ont avancé d'un but. À cause de ça. Si on avait eu C1, C2, ou C2, ou C3, ou C2, C3... le fait de donner le but sur balle au frappeur n'aurait pas fait avancer tous les coureurs. Donc là, oui, on doit appliquer la feinte irrégulière, faire avancer tous les coureurs d'un but. Donc si on avait eu C3, C1, C3 serait venu marquer C1 au deuxième. Et on ramène le frappeur avec un compte de 3-1, aucun lancer. Le lancer ne compte pas. Mais dans ce cas-ci,
puisque le frappeur-coureur a atteint le premier but et tous les coureurs ont avancé d'un but, on oublie la feinte irrégulière. Et ça aurait été la même chose si le frappeur avait été atteint par le lancer. Ça aurait été la même chose si on avait eu, mettons, avec 2 prises, 2 retraits, parce qu'on a un coureur au premier, il ne faut pas oublier. Donc, 2 prises, 2 retraits, mauvais lancer, troisième prise échappée, puis que notre frappeur-coureur se rend au premier, puis que tout le monde avance d'un but. On oublie tout ça. L'important, c'est que les 2 conditions soient remplies. Puis ça, c'est un point névralgique, c'est que notre frappeur-coureur doit se rendre au premier but et tous les coureurs sur les buts doivent avancer d'un coup. Ça, c'est vraiment intéressant parce que là, tout ce que tu es en train de nous dire, c'est que si le compte avait été 2-1 ou que le lanceur était une prise, ça serait pas la même situation. Non, absolument pas, parce que là, notre frappeur n'est pas forcé d'avancer au premier but parce qu'il n'y a pas de but sur balle. Donc là, à ce moment-là, la balle est morte, on avance tous les coureurs et il n'y a pas de lancer. Le lancer ne compte pas. Donc, même si ça avait été une prise en plein milieu du marbre, c'est pas une prise. Ça aurait été, si on avait eu un compte de 2-1, on serait encore à 2-1. Exact. Mais ça, c'est le fun parce que où ce que je m'en allais avec ça, c'est que on a tout le temps, on a l'automatisme de penser que une fête régulière, c'est comme ça se passe. Mais là, on s'entend, c'est une question un peu plus de réglementation plus avancée. Mais c'est quand même important de se rendre compte de ça. Parce que justement, cette situation-là, c'est vraiment à cause qu'il y a une feinte régulière puis que le lancer s'est fait. C'est souvent le réflexe d'un lanceur quand on appelle une feinte régulière, c'est qu'il fige. Fait que là, on se casse pas la tête. C'est ça, on se casse pas la tête. Mais là, quand on voit ça arriver devant nous sur le terrain, on appelle la feinte régulière puis il y a un lancer qui se fait. On n'a pas beaucoup de temps pour penser, mais là, il faut penser, OK, les coureurs sont placés où, le compte est comment, puis le lancer, dépendamment si ça s'appelait une balle ou une prise, est-ce que ça change quelque chose? C'est toutes des choses qu'il faut penser pour appliquer la bonne réglementation. Surtout de ne pas avoir l'automatisme, la mauvaise habitude d'appeler le temps d'arrêt tout de suite. Parce que c'est pas une balle morte. La pénalité a beau dire que la balle est morte, mais elle est morte à retardement. Il faut attendre. Comme je vous dis, là, j'aurais pu aller chercher la section des interprétations où on explique exactement à quel moment appeler un temps d'arrêt sur une feinte irrégulière. Vous pouvez aller le chercher. Au pire, je reviendrai à la prochaine épisode. Mais si vous avez un lancer puis que ça continue, laissez juste finir. Puis là, lorsque la défensive a bel et bien possession de la balle puis que vous savez qu'il ne peut pas se passer sans rien d'autre, tant et aussi longtemps que la défensive n'est pas obligée de relayer la balle à quelque part d'autre, boum, OK, la balle est morte à ce moment-là. C'est dans ce moment-là, en plus, que tu te dis... J'aimerais ça être mic'd up pour l'expliquer. Surtout qu'on fait time! Toi, t'avances, parce que t'as l'affaire. Comme ça, t'empêches que les entraîneurs sortent avec des 4 fers en l'air. On arrête d'être dans le de football. OK, nous avons une fête régulière. Le pire, c'est que je pensais à ça. After review. After review. Même pas after review dans ce cas-là. Malgré que ça arrive vraiment pas souvent, c'est quand même... Je trouve que c'est une bonne question à poser pour nos auditeurs pour que, tu sais, en apprendre un peu plus sur ce type de réglementation-là. Fait que je serais curieux d'avoir la question cette semaine. Techniquement, c'est du niveau 2. Hein? Fait que, à partir du 13UA, 13UA, ça s'applique. Là. Dès qu'on a des feintes irrégulières, cette règle-là s'applique. Surtout qu'il y a de l'avance sur les buts. Dès qu'on a de l'avance sur les buts. Donc, c'est quelque chose qui est important à savoir. Question de la semaine. On nous amène sur les frappeurs hors séquence. Oh boy. OK, donc je vous pose la question, est un vrai ou faux? OK? Donc, les 3 premiers frappeurs d'une équipe sont les suivants. Au premier rang, Aubin. Au deuxième rang, Brunet. Et au troisième rang, Caron. Aubin frappe un double. Caron vient au bâton et obtient un but sur balle. L'entraîneur défensif fait appel à l'arbitre, au marbre, que Caron s'est présenté hors séquence au bâton à la place de Brunet. L'arbitre reconnaît la faute et retire Caron. Brunet est le prochain frappeur. Vrai ou faux? Donc, on vous laisse réfléchir à ça. Et puis, on vous revient avec la réponse
au prochain épisode. Hey. N'oubliez pas, dans les commentaires, soit A, B ou vrai ou faux. Ouais, vrai ou faux, VF, peu importe. Si vous voulez nous écrire l'article là, qui supporte votre décision, allez-y. Vous pouvez même nous envoyer un beau petit message par rapport à ça. Nous dire qu'on fait une bonne job. Puis, Hey, écrivez-nous d'où ce que vous, vous regardez. Oui, puis, vous nous regardez, désolé. Ouais. Hey, puis écoute, aujourd'hui c'était super long, mais je pense que c'était important. On croit que c'est vraiment important de passer au travers l'équipement, surtout en début de saison, les nouveaux officiels qui s'en viennent. Vous allez être outillés de la bonne façon. Prenez soin de votre équipement, prenez soin de vous. Ouais. Important. Puis écoute, là-dessus, Sébastien, préparez-vous pour la saison, beaucoup. Ça s'en vient. Mettez-vous le nez dans le livre. Oui. Ça commence bientôt. Écoute, merci beaucoup, les gars. Merci, c'était Fitz. vraiment Merci cool beaucoup. aujourd'hui. Ouais, c'était vraiment fun. Fait que, on va l'avoir plus souvent. N'importe quand. Je suis content. C'est pas tout le monde qui dit ça sur le terrain. Non, Join the club. Puis écoute, là-dessus, le mot de la fin, Fitz. Play ball! Play ball! Bonne fin, ça va être ça. Salut!